Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver sur Al 4 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs à partir de 21h. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir avec mon équipe habituelle pour 2 heures d'actualité et de débat. À commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir Nouad, bonsoir tout le monde. Bonsoir également Badis Nissa. Salam Mazoul, bonsoir Nouad. Également Faisal Matawi est avec nous. Bonsoir Nouad. Et puis il y a Mahdi Razal autour de la table. Bonsoir Mahdi. Bonsoir à tous. Sans oublier Narimen Zekar qui nous rejoindra en dernière partie d'émission. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, retour sur les décisions phares prises lors du Conseil des ministres présidé dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec notamment la régulation définitive de la situation des jeunes exerçant dans le cadre de la micro-importation individuelle. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, a présidé les exercices tactiques à munitions réelles effectué par l'armée, donc l'armée nationale populaire. C'est à Tindouf, une démonstration de la puissance opérationnelle et stratégique de l'ANP sur laquelle nous reviendrons. Le débat ce soir sera consacré aux assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont tenues cette semaine à Alger. Plus de 70 accords ont été signés, plusieurs pour un montant total avoisinant les 5 milliards de dollars. Et puis nous reviendrons sur la situation catastrophique à Gaza où l'armée sioniste poursuit ses bombardements et ses agressions sans répit. Enfin, nous rendrons hommage à un monument du cinéma algérien, le Moudjahid et réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina, lauréat de la Palme d'Or 1975 pour Chronique des années de braise. Il nous a quittés hier. Alors voilà, je le disais à l'instant, la première actualité sur laquelle on revient ce soir, messieurs, c'est ce Conseil des ministres et le président de la République qui a donné des instructions fermes pour accélérer la mise en œuvre des accords de coopération conclus récemment avec la Slovénie et le Sultanat d'Oman. Faisal. Absolument, c'est le résultat des 2 visites d'État effectuées par le président Abdelmadjid Tebboune dans ces 2 pays importants dans la mesure où la Slovénie est un pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe orientale, et avec qui on peut avoir des relations très très fortes. Et vous savez que l'Algérie a un peu se redéploie un peu partout la diplomatie algérienne vers des pays qui étaient un peu, je dirais pas oubliés, mais quand on n'avait pas de relations vraiment très fortes. Là, le président Abdelmadjid Tebboune, au Conseil des ministres, a insisté pour l'ouverture d'une ligne maritime vers ce pays, qui est un pays touristique aussi. C'est une grande destination touristique et les habitants de ce pays pourraient aussi venir en Algérie. Ça peut aussi consolider les échanges commerciaux. La même chose avec les relations avec le Sultanat d'Oman, qui est un pays stratégique puisqu'il est situé sur l'océan Indien. C'est une grande porte vers l'Asie, vers les pays du Golfe, mais également vers l'Afrique de l'Est. Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté aussi pour l'ouverture d'une ligne maritime vers cette destination, comme c'est déjà le cas pour une partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme la Mauritanie. Vous savez, Nouad, on en a déjà parlé, qu'il y a une grande foire de produits algériens qui se tient actuellement à Nouakchott. Il y a aussi un forum d'hommes d'affaires algéro-mauritanien qui s'est tenu et il y a un grand intérêt de ce pays, des citoyens de ce pays pour les produits algériens. Donc les lignes maritimes servent aussi à consolider les relations commerciales, les échanges, etc. Et aussi dans d'autres secteurs, par exemple avec le Sultanat d'Oman, le chef de l'État a insisté sur l'agriculture parce qu'il y a une grande demande du côté omanais pour les produits frais algériens qui maintenant s'exportent avec moins de difficultés vers le marché européen. Pourquoi pas vers d'autres marchés comme le marché omanais. La même chose pour l'industrie pharmaceutique, puisqu'il est question de développer l'industrie pharmaceutique avec le Sultanat d'Oman et l'intelligence artificielle avec la Slovénie. Parce qu'on a tendance à l'oublier, les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est sont devenus des grands producteurs d'intelligence artificielle. Il y a des laboratoires, il y a des centres. Et le centre qui a été visité par le président
président Tebboune à Ljubljana, la capitale de Slovénie. Le président Tebboune est le premier président chef d'État étranger à visiter ce centre où il y a beaucoup de travaux qui sont faits par l'intelligence artificielle. Vous savez qu'en Algérie, il y a une école supérieure d'intelligence artificielle. Ça sera l'occasion de consolider la coopération dans ce domaine stratégique qui devient de plus en plus stratégique. On le voit dans l'actualité de ces dernières semaines, comment beaucoup d'États, de grands États s'intéressent à ce domaine en déployant beaucoup de moyens, mais également en adoptant des enveloppes budgétaires très importantes. C'était notamment le cas, entre parenthèses, entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Très bien. Badis, il est important de souligner que cela engendre une coopération interministérielle. Absolument. Au-delà de la coopération, d'ailleurs, si vous me permettez, moi j'aimerais apporter une lecture plutôt sur deux aspects. Le premier aspect est plutôt interne, dans la gestion managériale, proprement dite, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, puisqu'on est en train d'évoquer de la politique du résultat, la politique du concret, la politique du suivi, du pilotage, et surtout aussi du factuel. Donc le président de la République souhaiterait, à travers ces coopérations effectivement stratégiques, d'abord avec les pays, en l'occurrence la Slovénie et le Sultanat d'Oman, et surtout aussi de la coopération interministérielle, de la coopération avec les institutions, puisque pour assurer le succès de ces coopérations, pour qu'elles ne restent pas comme une feuille de route, simple feuille de route, mais plutôt comme une réalité, qui plus est dans une dynamique de diversification économique de l'Algérie, donc le président de la République tient à donner ce rappel, même ce rappel à l'ordre, pourquoi pas, parce que le président de la République, rappelons-le une fois, dans une entrevue cyclique avec les médias algériens, il avait évoqué effectivement que le gouvernement doit être au rythme des ambitions du peuple algérien, au rythme justement de cette feuille de route et du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc il s'inscrit tout à fait aujourd'hui dans son rôle de maestro, de gestionnaire notamment d'une équipe qui doit être au rendez-vous. Et puis sur l'aspect, géopolitique de ce jalon, c'est aussi améliorer la connectivité de l'Algérie, notamment en matière de diversification économique, et également, la promotion de la coopération sud-sud, puisque c'est ça dont il est question, plus l'Occident, que je qualifierais Est-Ouest et Sud global. Donc il est important comme jalon, et c'est pourquoi le président de la République tient à le souligner à travers cette instruction lors du Conseil des ministres. Et je finirai là-dessus, aussi sur un aspect géopolitique, cette connectivité, cette coopération étroite avec des pays comme la Slovénie et le Sultanat d'Oman, avec d'autres pays également, c'est dans le sillage de plusieurs connexions, mais coopérations diplomatiques sur l'aspect économique, souligne un point important, qui est celui de l'ouverture économique de l'Algérie, tout en restant maître de sa diplomatie. Très bien, alors on va continuer à parler de ce Conseil des ministres. Messieurs, le président de la République a également ordonné la régularisation totale et définitive de la situation des jeunes exerçant dans le cadre de la micro-importation individuelle, plus communément appelée donc le CABA. Mahdi, c'est une bonne chose pour l'économie nationale? C'est une bonne chose parce que ça va réguler une économie qui était à l'origine informelle et qui va devenir une économie classique. On passe de l'économie de bazar à l'économie de marché. C'est ça ce qui est bien. C'est que maintenant ça va être régulé, que ces personnes-là vont pouvoir vendre leurs produits, importer leurs produits, acheter leurs produits à l'étranger, les ramener, payer une taxe ou je ne sais pas comment c'est quoi le programme qui est fait par rapport à cette nouvelle législation et travailler le plus tranquillement du monde sans avoir tous les tracassements du contrôle, de la peur du contrôle ou de la peur de la saisie de leurs marchandises. Donc ça va dans les effets qui sont en train d'être mis en place, dans les procédures qui sont en train d'être mises en place pour réguler l'économie algérienne. Et c'est une excellente chose, c'est une très bonne décision. Le commerce à la valise, Nouad, existe depuis très longtemps en Algérie, ce qu'on appelle le trabendo, vous vous rappelez, ou le commerce du Kaba, et selon les experts, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est en 2 et 3 milliards de dollars sur une année. Beaucoup de jeunes sont impliqués dans ce commerce et Mehdi a raison. Il s'agit aussi de régulariser leur situation, pour qu'ils rentrent et sortent de l'aéroport hors la loi, absolument. Qui respectent les lois, les lois de la République et qui payent les taxes. Qui taxent les taxes, les impôts, etc. Ils sont intégrés dans le circuit formel de l'économie. C'est une bonne décision parce que j'ai très bonne décision. J'ai vu un peu j'ai suivi un peu les réactions sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Il y a eu un écho très très positif des jeunes qui sont quelque peu rassurés. Parce que là, c'est un État qui essaie de régulariser. Parce que la lutte contre le commerce informel, les experts peuvent le dire, c'est
pas très compliqué, c'est pas uniquement le cas pour l'Algérie, c'est pour beaucoup de pays du Sud notamment, mais là c'est une mesure qui est très concrète, parce que ça répond à une demande. Il y avait une demande de ces jeunes qui font du commerce du cabas, etc., et qui attendaient un peu cette mesure pour essayer de travailler dans toute régularité, mais également en contribuant à l'activité économique du pays. Je vais juste par rapport à ça montrer ma différence de point de vue avec toi. Ça n'existe pas que dans les pays du Sud, Faisal. Oui. En Europe, énormément de personnes achètent des produits d'Asie et les ramènent à travers des voyages personnels et pas par rapport à des conteneurs. Et ils se font attraper par la douane au niveau des aéroports, qu'ils soient français ou belges ou italiens. Ils ramènent des produits des Émirats, ils ramènent des produits d'Asie, de Thaïlande, de Chine, des choses comme ça dans leurs valises. Contrefait qui plus est, et ils les revendent. Donc ce n'est pas un problème spécifiquement des pays du Sud. C'est un problème mondial. L'Algérie prend le problème à bras-le-corps et décide de donner une sorte d'ossature, une sorte d'écrin à tout ça pour que ces personnes-là continuent à travailler le plus normalement du monde, mais dans un cadre légal. On passe encore une fois de l'économie de bazar à l'économie de marché. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de réguler. On régule les flux, ça rapporte de l'argent à l'Algérie. Des impôts, des taxes vont être mis en place. Je ne connais pas les montants vont être dévoilés. Et c'est du win-to-win. C'est bénéfique pour les personnes qui travaillent, qui ont fait de ça leur métier. Et c'est bénéfique pour l'État qui encaisse des entrées supplémentaires. En fait, c'est de l'auto-entrepreneuriat, mais en faisant de l'importation par voyage, tout simplement. C'est ça. Et en fait, ça va... Pardon, Gamal, je vais vous donner la parole tout de suite. Il faut juste rappeler aux téléspectateurs que ça va permettre à ces jeunes personnes d'accéder aux mêmes opportunités que les entreprises établies. Exactement. Voilà, Gamal, allez-y. Il faut dire deux choses. D'abord, il faut rassurer les gens qui vont devoir se régulariser, parce qu'on parle de régularisation, c'est qu'on rentre dans un cadre légal. Dans un premier temps, c'est des mesures économiques et sociales. Alors économique, évidemment, c'est évident pour l'Algérie, parce que toute cette économie informelle n'est pas intégrée dans le PIB, on ne peut pas mesurer la réalité des PIB algériens, et social parce que ces jeunes qui vont déclarer comme de bons commerçants leur activité vont bénéficier de couverture sociale. C'est en ça que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une situation de précarité, on les intègre dans le circuit social des couvertures maladie et autres, et en même temps, ça devient des commerçants qui ont pignon sur rue. Ils n'ont pas besoin de magouiller, puis par là même, ça évite tous les trafics de monnaie, toutes les violences qui vont indirectement qui sont liées à ça, et ça permet effectivement à donner à chaque personne qui va être enregistrée au registre du commerce, de lui donner un vrai statut juridique, une vraie forme juridique et une respectabilité. Donc je pense que le double impact pour l'Algérie, c'est à la fois garantir que l'économie, le PIB en l'occurrence de l'Algérie, augmente grâce à ces chiffres qui vont être intégrés, et second aspect, de garantir que ces jeunes qui commencent à construire leur avenir commencent à cotiser pour que plus tard ils aient leur retraite par exemple. Donc c'est très important de rappeler le caractère économique et social. Très bien. Badis, je me tourne vers vous. La reconnaissance de ces jeunes importateurs va permettre par exemple de réduire le chômage, la création d'emplois d'une manière exponentielle. Oui. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur les statistiques et les chiffres. On dénombre à peu près 1000 à 10 000 euros de marchandises, donc de sortie de devises à chaque voyage. C'est pour vous dire qu'effectivement, mener sur un volume de rotation par milliers à l'année de jeunes, c'est plusieurs millions, peut-être voire de centaines de millions d'euros qui ne vont pas dans la caisse de l'État. Oui. Donc, et puis en plus, dans l'illégalité, puisque c'est des jeunes, les pauvres qui n'ont rien demandé, mais qui veulent justement s'en sortir quelque part. Qui veulent travailler. Donc, passer vers un statut de micro-importateur, entre parenthèses, pour eux, c'est salvateur. Pour eux, c'est une bouée de sauvetage. Pour eux, c'est une bouffée d'air qui leur redonne leur dignité et puis qu'ils puissent aussi agir en tant qu'entrepreneurs. Mais c'est toute la politique, et c'est pour ça que Badis, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est que toute la politique, c'est d'être auprès écouter sur le peuple ce qu'il réclame. Et un bon politicien est une personne qui entend les demandes de son peuple. Il y a eu pendant de très nombreuses années un problème dit entre guillemets du cabas, des importations par cabas. Ce problème est en passe d'être réglé suite à ce projet de loi. Justement, j'abonde sur ce que tu dis, et c'est exactement ce que je voulais souligner, c'est que c'est une mesure à la fois technique et une mesure politique qui répond à une volonté de la jeunesse, une volonté populaire latente. Et elle va inclure cette jeunesse justement dans l'économie productive. Tout à fait, puisqu'on sait depuis des années, des décennies, le Trabando et autres, on les voit en plus, qui plus est, on voyage. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, c'est une mesure pragmatique de la part du président de la République, comme pour donner au fait à ces jeunes leur place qui leur revient, parce que c'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui veulent aussi participer dans l'économie.
justement, cette mesure leur permettra cette intégration dans une économie qui devient plus flexible et moins rigide. Mais là, attention, là, il y a un défi qui est celui, effectivement, de l'accompagnement, du financement, de la formation, justement, de ces jeunes, puisqu'attention, il part d'un statut officieux, un statut officiel, c'est-à-dire qu'on est en train de formaliser l'informel. Donc, c'est là où réside le défi. C'est pourquoi le président de la République, à travers cette mesure, est accompagné aussi avec des jalons, avec des actions concrètes. Et encore une fois, c'est pour cet amorçage d'une économie qui est plus structurée, mais encore une fois, plus flexible pour donner la place aux jeunes. Et ça évite ça leur retire la peur au cœur aussi. Parce que il a résumé, c'est de la flexibilité d'entrepreneuriat. Bravo, c'est exactement le terme, c'est de la flexibilité d'entrepreneuriat. Très bien, messieurs. Merci donc pour ces mots. On enchaîne avec cette nouvelle, donc cette nouvelle qui a marqué cette semaine. Azouz Nasri qui a succédé ce lundi à Salah Goudjil à la présidence du Conseil de la Nation. Faisal. Absolument, Azouz Nasri Nouhad est le 5e président du Conseil de la Nation, qui est la chambre haute du Parlement. Depuis 1998, le premier c'était Bachir Boumaza, Mohamed Msaadi l'a succédé, puis lui a succédé en plus Abdelkader Ben Salah et Salah Goudjil. Salah Goudjil est le dernier donc à être président. Il a pris ses fonctions en avril 2019, au moment où il y avait le Hirak en Algérie. Et donc l'Algérie était en train de bouger sur le plan social et politique. Et donc M. Salah Goudjil, qui est un ancien combattant de la guerre de libération nationale, a pris ses fonctions avec beaucoup de responsabilités. Il a laissé un message en quittant ses fonctions, disant: aujourd'hui, je quitte l'une de ces responsabilités, le cœur serein et l'âme en paix. J'ai assumé ma responsabilité dans une période nationale décisive. Et il dit: je vous quitte en vous transmettant ce testament des martyrs. Wa'ad Shohada. Prenez soin de l'Algérie. Je pense que c'est un message très très fort, on le voit à l'image. Et M. Nasri est un ancien magistrat. Il a été président aussi de la Cour suprême, oui, dans une période un peu difficile aussi, dans les années 90, les années où il y avait le terrorisme en Algérie. Et il avait assumé aussi avec beaucoup de responsabilités. Il a été aussi procureur général dans plusieurs cours, dont celle de Skikda et de Constantine. Donc c'est un homme de droit, c'est un homme de justice et qui va poursuivre l'œuvre laissée par M. Goudjil et les prédécesseurs au sein de cette institution importante, parce qu'il faut noter que selon la Constitution, le président du Conseil de la Nation, le Sénat, est le deuxième personnage de l'État après le président de la République. Très bien, merci Faisal. Alors cette autre actualité à retenir également cette semaine, ce sont les exercices tactiques à munitions réelles effectués par l'armée nationale populaire Tindouf, des exercices supervisés par le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Mahdi, cet exercice intervient dans un contexte régional marqué par de nombreuses incertitudes. C'est une démonstration de la puissance opérationnelle et stratégique de l'ANP. Écoutez, une armée forte, c'est un pays fort. La préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable. L'armée nationale populaire continuera à se renforcer année après année. C'est dans la doctrine de notre armée de se renforcer année après année. Disposer d'une armée puissante et redoutable est à même de repousser les convoitises de certaines parties. Ce qui est très bien à souligner, ce qui est vraiment essentiel à souligner, cela signifie en aucunement que c'est une armée qui veut attaquer ou qui veut agresser quelques régions, que ce soit au niveau de ses voisins ou dans le monde. C'est une armée nationale populaire de défense nationale. C'est une armée pour protéger la souveraineté du pays. Nous savons tous autour de la table que nous avons un pays qui est énorme, qui est gigantesque, qui est le 10e plus grand pays du monde en termes de superficie, qui est un pays continent. Donc nous avons besoin d'une armée nationale populaire forte, redoutable, qui montre ses muscles, qui montre sa détermination à préserver la souveraineté de notre État. Badis Khnissa, ces exercices, c'est un message de dissuasion. Non, plus qu'un message de dissuasion, c'est créer un rapport de force à travers justement ce taux de préparation militaire notamment, puisque c'est un exercice tactique que je rappelle aux munitions, je dirais, réelles. Donc, et d'ailleurs, il suffit de voir le titre de cette opération de Hassan el-Mani', donc la forteresse imprenable, si je m'abuse. Donc il y a beaucoup de signaux, effectivement, et de symboliques, mais surtout aussi c'est dans la continuité de plusieurs opérations qui ont été menées par le passé récent, notamment par notre valeureuse armée, qui est encore une fois digne héritière
de l'armée de libération nationale. Il est important de le rappeler. Donc cela contextualise un peu la doctrine dont Mehdi avait parlé, une doctrine de défense, mais une doctrine aussi de sanctuarisation du territoire. C'est ça dont il est question. C'est nous protégeons nos acquis, à savoir nos frontières en premier lieu. Et puis aussi jouer comme leader régional légitime et crédible dans un contexte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de reconfiguration géosécuritaire et sécuritaire dans la région. Et là, je me permets de rebondir sur le lieu lui-même des opérations. Tindouf, parlons-en. Tindouf, aujourd'hui, c'est effectivement un peu le point de projection militaire dans le jargon militaire, le point de projection militaire vers le Sahel et vers l'Afrique subsaharienne. Donc c'est Troisième région militaire. Pardon ? Troisième région militaire. Tout à fait. Donc, mais surtout, c'est un théâtre, si vous voulez, géostratégique militaire au premier lieu. Donc la symbolique, elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est comme pour aussi rassurer les pays africains, rassurer l'Afrique, rassurer les pays frontaliers amis, que l'Algérie est préparée à toute éventualité. Son armée professionnelle est également légitimement installée d'abord sur son territoire pour défendre ses acquis et ses frontières, mais aussi pour être un partenaire fiable, puisque ce qu'on évoque aussi de l'autre côté, c'est la coopération et la coordination de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, en matière de lutte de grande criminalité, de bandes organisées qui sévissent beaucoup d'ailleurs dans la région. C'est pourquoi je dis que Tindouf est un endroit stratégique, en tout cas pour les opérations de sécuritaire. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, l'Algérie aujourd'hui veille à peser dans les équilibres géosécuritaires de la région et même du monde. Portera sa première... Il est très important, je le dis, de par l'histoire et la culture de notre armée, l'armée nationale populaire est une armée de défense. Oui. Elle n'a aucune ambition d'aller embêter ses voisins ou d'aller embêter qui que ce soit. Elle est là pour protéger la souveraineté, l'énorme souveraineté de son pays qui est pas un pays d'ambition continent. Expansionniste. Elle n'a aucune ambition expansionniste. Donc voilà, on a une armée forte, c'est un fait. Elle continuera année après année à se renforcer, à se doter des meilleures technologies dans le monde. Notre chef d'état-major a fait énormément de visites dans les plus grands pays militaires du monde. Il a fait l'Inde, il a fait la Russie, il a fait la Chine. Et il continuera à partir partout dans le monde pour acheter et acquérir les meilleures armes militaires et surtout des armes qui sont au top voilà, exactement. Donc c'est très important de savoir qu'on est là pour protéger nos frontières. Absolument, l'Algérie affine un peu sa stratégie d'emploi des forces, parce que l'exercice Hassan el-Mani', la forteresse imprenable, c'est l'Algérie qui est une forteresse imprenable, dépendue par son armée, a eu lieu, comme l'a souligné Mahdi, dans le sud de Tindouf, qui est une zone désertique, qui est proche d'un pays voisin, où, dans la même période pratiquement, il y a aussi un exercice qui a été organisé depuis le 12 mai avec les États-Unis, avec plusieurs pays, dont des soldats de l'entité sioniste. Et c'est la presse israélienne elle-même qui le dit. L'armée algérienne ne fait pas d'exercice avec les soldats sionistes, parce que l'Algérie dénonce dépend le droit du peuple palestinien d'avoir ses droits, d'avoir ses terres, etc., et contre l'agression barbare de l'entité sioniste. Cet exercice est important parce que, comme l'a souligné Mahdi Badis, l'armée algérienne n'est pas une armée d'agression. Il y a eu déjà des exercices du côté de Ain Amnes, donc dans la région du sud-est, parce qu'il faut noter aussi que dans nos frontières, la situation est instable. Il y a beaucoup de menaces de groupes terroristes, de menaces de vente d'armes, de vente de drogue. Et on a parlé dans cette émission du danger que constitue aujourd'hui le commerce de la drogue et le trafic de drogue pour la sécurité nationale. Donc c'est une armée qui doit donc consolider ses postures, affiner sa politique de défense. Et selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, on a bien souligné qu'il y a eu une réussite totale dans la planification, parce que c'est important pour les exercices tactiques, dans la préparation et l'exécution. Et on l'a vu à travers les images qu'on a vues diffusées par le ministère de la Défense nationale dans le sud algérien. Moi, je dirais, par rapport à ces questions-là, d'abord, l'Algérie connaît très bien l'invasion de barbares qui est venue de France. Ils n'ont jamais 132 ans d'occupation. Que c'est un pays qui est convoité, on le sait aussi. Il y a eu des tentatives d'invasion du territoire. Tindouf, c'est pas un hasard aussi historique, on connaît l'histoire, la guerre des sables. Que c'est un pays qui est inquiété au sud parce que des pays sont poussés à être un peu hostiles, malheureusement, dont le Mali, on peut le dire. C'est un pays qui a rétabli une dissuasion évidente, elle est très forte. Et c'est un pays qui doit démontrer toujours qu'il est en mesure de répondre à une agression. Ce n'est pas un pays, il faut utiliser le bon terme, impérialiste.
Mais oui, L'armée bien n'est sûr. pas impérialiste, elle n'est pas là pour déborder les frontières, pour conquérir le territoire. D'abord parce qu'on a pas besoin d'un territoire, 2 400 000 km², ça va, je pense que c'est suffisant. Et surtout parce que l'Algérie s'inscrit dans une logique d'émancipation des peuples et pas de contrôle. Donc c'est vrai que ces manœuvres ne sont pas anodines, elles tombent à point nommé, ça a été dit à l'instant par rapport aux opérations qui sont faites avec l'armée sioniste. Ils ont quand même l'affront de venir dans un pays arabe pour faire une petite manœuvre militaire alors qu'ils assassinent un peuple arabe. Et surtout de rappeler que c'est un gage de stabilité pour l'Afrique. Parce que les Africains, au sens large du terme, qui voient l'Algérie se renforcer, ne le voient pas d'un mauvais œil. Au contraire. Ils voient quoi? Ils voient un pays fort, puissant, qui est la frontière défensive de l'Afrique. On est, par rapport à l'Occident, on est pile en phase 2. Donc ce front défensif doit être garanti. Et l'Algérie, quand elle fait ses manœuvres à munitions réelles, ça a été dit tout à l'heure par Badis, effectivement, c'est une démonstration de force importante pour dire nous sommes là, nous comptons et nous restons la deuxième puissance en termes de volume africaine et en vérité la première puissance opérationnelle. Parce que ce qui a été mis en avant dans ces manœuvres-là, c'est le caractère opérationnel. On teste la qualité des différents corps d'armée, la qualité des différentes interactions, la qualité des commandements intégrés ou même simplement séparés, mais on teste surtout les capacités défensives qui sont manifestement évidentes à l'image, à savoir un pays qui s'inscrit dans une logique défensive et non impérialiste. Très bien, merci mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Vous êtes bien sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit cette émission avec notre débat, un débat qui s'intéresse ce soir aux assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont donc tenues à Alger, un événement économique majeur qui a duré 4 jours et qui a accueilli pas moins de 2000 participants venant de 57 pays membres de cette institution financière. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir avec nous sur le plateau monsieur Sofiane Mazari, responsable de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Voilà donc messieurs, je vais commencer avec vous monsieur Sofiane Mazari. Après 1990 et 2001, l'Algérie accueille pour la 3e fois donc ces réunions et devient le premier pays à le faire. Que doit-on retenir de cet événement justement? Alors effectivement, donc c'est mis à part le pays hôte donc de la Banque islamique de développement qui est l'Arabie Saoudite, l'Algérie c'est le seul pays qui a organisé donc à 3 reprises la tenue des assemblées annuelles donc du groupe Banque islamique de développement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un événement quand même très important pour le groupe, pour les pays membres du groupe, mais également pour l'Algérie. Et en fait, il y a eu quelques chiffres qui ont été annoncés par le président de la Banque islamique de développement, plus de 70, je pense, accords, Oui. l'équivalent de 5 milliards. 5 milliards de dollars. Alors, la présence de plus de 69 pays et plus de 70 institutions financières, parce qu'il faut rappeler que il y a le groupe Banque islamique de développement, mais il y a également les autres institutions multilatérales telles que la Banque africaine de développement, etc., qui étaient présents. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que en réalité, il y a eu plus de 4000 personnes qui ont participé, et ça a été un événement quand même très, très important. Et ça a démontré quelque part un peu la capacité, une fois de plus, la capacité de l'Algérie à organiser ce genre d'événement. Mais ça a été également l'occasion, au-delà des réunions officielles et statutaires de la banque, l'occasion pour les institutions financières et opérateurs économiques des pays membres de la banque de se rencontrer, de discuter, parce qu'il y avait en marge des réunions statutaires, il y avait un certain nombre d'événements, des ateliers, des panels, des tables rondes, etc. Et ça a été l'occasion donc d'échanger et également l'occasion d'exposer les réformes qui ont été faites par l'Algérie, notamment dans le secteur financier, mais également dans le secteur économique, les opportunités d'investissement. Et également, donc, nous avons écouté les autres pays qui ont présenté un certain nombre de choses et des accords ont été signés. Et ça a ouvert un peu la porte vers des opportunités donc, de partenariat, mais également d'investissement possible avec un certain nombre d'institutions. L'Algérie, il faut noter, M. Mazari, vous le savez que l'Algérie a signé un accord de coopération avec la
Banque islamique de développement. C'est un accord pour le service de financement et d'assurance d'un montant de 3 milliards de dollars sur une période de 3 ans. Certains ont compris que c'était un prêt ou quelque chose qui vous ressemble. Et M. Mohamed Soleiman El-Jasser, qui est donc président de la BID, a bien fait de préciser qu'il ne s'agit pas ni d'un prêt ni d'un financement imposé. Il s'agit, selon lui, d'un plafond indicatif de ressources mobilisables que l'Algérie pourra choisir d'utiliser ou non en fonction de ses besoins. Et M. Jasser a rappelé que la BID a l'habitude de faire ce genre d'accord avec la majorité des membres pour encadrer les modalités de coopération future et inclure les options possibles. Cet accord porte sur le renforcement des instruments de la finance islamique en Algérie, l'atténuation des effets du changement climatique, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que le développement des capacités de compétences. Parce qu'on a lu, c'est là que la Banque islamique de développement donnerait 1 milliard de dollars à l'Algérie, etc. Alors que l'Algérie, c'est une fake news. C'est une fake news, ça a été téléguidé, nous savons par qui ça a été téléguidé. Absolument. On reproche à l'Algérie, Faisal, quelque chose qui est faux, d'avoir emprunté à la Banque islamique 1 milliard, je crois, ou 3 milliards de dollars, quelque chose qui est complètement erroné, pour contrecarrer, et moi je le dis, pour contrecarrer l'excellence de l'économie algérienne actuellement. Ces assemblées à répétition à Alger sont le signe de la bonne santé financière de l'Algérie, tout simplement. Et autre chose, quelque chose qui me paraît très important, c'est que toutes les institutions financières mondiales, Banque mondiale, FMI, la Banque des BRICS, sont unanimes à saluer les performances de l'économie algérienne depuis 5 ans. Donc, quand tu as autant de louanges par rapport à la modernisation et à l'embellissement de ton économie, obligatoirement, tu te fais attaquer par des fake news qui proviennent de pays qui sont endettés à 1 000 milliards, 2 000 milliards, 3 000 milliards d'euros. Grâce à Dieu, nous n'avons aucune dette extérieure. Donc, cela prouve, les chiffres ne mentent pas. Quand tu parles de l'Algérie avec son PIB qui est énorme et avec la projection qu'on a du PIB jusqu'en 2027 et que tu dis que l'Algérie veut emprunter 1 milliard ou 3 milliards à la banque islamique, c'est une hérésie, c'est utopique. Il n'y a que les plus bêtes qui peuvent croire à une farce de cet acabit-là. Mais nous savons tous d'où ça vient, nous savons tous pourquoi nous sommes attaqués. Et n'oublie pas, tu es attaqué quand tu es jalousé. Oui. Donc nos performances qui sont saluées par toutes les institutions, je le répète, mondiales, quelles qu'elles soient, et les plus grandes, d'accord, dérangent certaines parties du monde. C'est pas grave, tant pis, nous on continue à avancer. La caravane passe et les chiens continueront à aboyer. Badis, Faisal, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Badis, est-ce que vous pensez que ces assemblées étaient à la hauteur des attentes, étant donné toutes les fake news qu'il y a eu autour, justement? Non, écoutez, le principal, comme disait Mehdi, c'est d'être focus sur sa feuille de route et savoir ce qu'on vaut et ce que va l'Algérie aujourd'hui sur la scène internationale, mais y compris aussi auprès des pays membres, notamment de la BID. Il est important de rappeler aujourd'hui que ce sommet, qui est un sommet pour moi un jalon diplomatique en premier lieu, c'est une réussite d'abord sur un coup diplomatique et sur un coup économique. Donc c'est d'une pierre deux coups. À savoir le coup diplomatique, ça a été dit effectivement, où l'Algérie a démontré sa capacité de mobilisation, notamment d'abord de hauts responsables diplomatiques, vous l'avez évoqué, vous êtes mieux placé que nous par rapport à cette délégation, forte délégation importante arrivée au pays, et puis aussi ce haut niveau de participation de tous les acteurs, notamment économiques, et il est important de le dire, qui sont venus où? À Alger, donc Alger, capitale influente, Alger, capitale d'un pays stable, Alger, capitale aussi d'un acteur pivot, notamment dans les pays membres de la BID, mais aussi, je dirais, autonome, qui défend ce que j'ai qualifié de diplomatie financière médiane. Parce que adhérer au projet de la BID, donc la Banque islamique de développement, ne veut pas dire se désengager des institutions occidentales. Sauf que l'Algérie impose son contexte et impose ses règles, à savoir, puisqu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait les projections économiques, ça a été dit, par ses enjeux macroéconomiques, et notamment économiques avec le PIB, avec la diversification économique aussi, qui aujourd'hui est dans ce sillage clairement et fondamentalement inscrite pour pouvoir diversifier les financements et les investissements, mais aussi, pourquoi pas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la réforme. Donc quand on sait que 47%, on a un taux de 47% de bancarisation, principalement dans les banques publiques. Donc ce système peut faire valoir un système alternatif, notamment pour pouvoir bancariser l'argent théorisé domestique, notamment, entre parenthèses, et comme à l'époque l'avait qualifié le président de la République, l'argent caché dans les matelas. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu
interne, géopolitique, géostratégique, économique d'excellence dans lequel l'Algérie, encore une fois, a démontré qu'elle est au rendez-vous. Les chiffres ne mentent pas, et je prends à témoin monsieur Mazari. les chiffres ne mentent pas. On a de l'argent, on en prête à beaucoup de pays. On est membre de la Banque des BRICS, on prête de l'argent au FMI. Et l'Organisation de la coopération de Shanghai. Voilà, on prête de l'argent au FMI, on est un pays qui se développe économiquement sur les 5 ou 6 dernières années à un niveau qui est exceptionnel. On a une croissance très haute. N'oublions pas qu'en Europe, le taux de croissance est à 0%, 0,1% en moyenne, 0,2%. Il faut faire aussi la différence entre les financements de projets structurants, ce qui est une pratique normale dans le monde entier. Les financements des projets structurants, c'est une pratique normale, et dans tous les pays développés, et un prêt d'endettement. On ne finance, en tout cas, excusez-moi, et je parle devant un banquier ne prête pas aux pauvres. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Il faut savoir se dire les choses. Hein. Je le dis avec énormément de respect, mais je n'ai jamais vu un banquier te dire t'es pauvre, je vais te donner 1 million d'euros ou 10 millions d'euros. T'es pauvre, tu n'as pas de garantie. Les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Donc, que la banque islamique nous dise si vous voulez, vous avez 3 milliards, on vous les donne quand vous voulez, ça prouve la solidité de notre économie et la solvabilité de notre économie. Mais il faut comprendre je ne pense pas, excuse-moi, qu'en 2017-2018, quand on n'avait pas assez d'argent, et il faut le dire et le répéter, pour payer nos fonctionnaires, d'accord, quand on cherchait au fond des tiroirs, des caisses pour payer nos fonctionnaires, d'accord, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein, c'était il y a 7 ans, 8 ans, on imprimait la machine à billets à grande envergure. Je ne pense pas que la banque islamique à l'époque serait venue, nous aurait dit on vous prête 3 milliards. Je ne pense pas. Il faut savoir ça aussi. Il faut savoir le dire. Les banques ne prêtent qu'aux riches. C'est le système mondial qui le veut. C'est comme ça. Monsieur Mazari, l'Association des banques et des établissements financiers, Nouhel, et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, CACI, ont signé un accord avec le forum d'affaires FIRA pour renforcer l'investissement de la coopération. Comment consiste cet accord avec FIRA? Alors déjà, il faut rappeler que FIRA, c'est un forum pour le secteur qui est dédié au secteur privé. Et ça regroupe un peu les entités qui sont sous la coupe du groupe Banque Islamique de Développement. C'est ICD, qui est une société financière qui est spécialisée dans le financement du secteur privé. C'est également ITFC dans le commerce international, etc. Et donc, ils ont mis en place une espèce de forum qui regroupe un peu toutes ces capacités internes du groupe pour faire face ou pour collaborer avec les hommes d'affaires, le secteur privé des pays membres du groupe. Et il se trouve que la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, a signé effectivement un accord avec le groupe, ou plutôt avec le forum TECA. Et c'est en fait des accords de collaboration et d'échange. Et ça permettra aux industriels et hommes d'affaires algériens d'accéder au marché des pays membres de la Banque islamique de développement, et ça c'est très très important. Et à l'inverse également, les opérateurs économiques des pays membres, donc il faut rappeler qu'il y a 57 pays membres donc, du groupe, vont pouvoir accéder également au marché algérien. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très intéressante en termes d'échange, avec des potentialités d'investissement et de partenariat commercial ou même industriel futur, donc qui pourrait être concrétisé dans les mois qui suivent. Alors j'ai une autre question pour vous, Monsieur Mazari, si vous le voulez bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 70 accords ont été signés avec 26 États membres et plusieurs institutions régionales pour un montant avoisinant les 5 milliards de dollars. C'est tout de même conséquent comme montant. Est-ce qu'on peut parler de montant historique? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il faut rappeler qu'il y a un certain nombre d'accords qui sont très importants, qui ont été signés. Moi j'étais présent lors de la cérémonie de signature. Il y a un certain nombre de pays qui ont eu des accords avec la banque pour la mobilisation donc, de financement, pour le financement des infrastructures donc importantes des pays, mais également tout ce qui a un lien avec les changements climatiques et ce qui s'ensuit. Mais il y a également des accords qui ont été signés entre
le groupe, donc ses filiales, ICG, ITFC, ISEC, etc., qui s'occupent des assurances pour l'export et l'investissement, avec des entités locales, avec des institutions financières des pays membres. Il y en a eu même avec l'Algérie, donc il y a la Banque nationale d'Algérie qui a signé un accord avec ICD, il y a le CPA qui a signé un accord avec ITFC, il y a la CAGEX qui a signé un accord avec ISEC. Et donc c'est des accords tantôt de mobilisation de fonds pour le financement de la réalisation d'infrastructures publiques généralement, et également des accords pour le financement ou le support ou alors le renforcement des capacités des institutions financières ou également du secteur privé surtout qui était visé. Parce qu'il s'agit pour les accords évoqués par M. Mazari, la Banque nationale d'Algérie a signé un mémorandum d'entente avec la Société islamique pour le développement du secteur privé, CIDI, et le CPA, Crédit populaire algérien, et la CAGEX avec la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation pour la précision. Je sais, M. Mazari, que vous êtes spécialiste aussi de la finance islamique. Je voudrais savoir où on est de la finance islamique. Et maintenant, il y a des guichets qui sont dédiés à disons, ce segment de la finance des banques. Est-ce que ça se développe en Algérie? Alors en fait, il y a également cet élément qui est très important dans ces assemblées annuelles, parce que ça a été l'occasion également d'échanger avec d'autres places financières, spécialement dans l'industrie de la finance islamique. Et il faut rappeler qu'en Algérie, à partir de 2020, où il y a eu un cadre réglementaire qui encadre un peu cette activité, il y a eu beaucoup de réformes, parce qu'il y a eu des articles qui ont été intégrés dans les différentes lois de finances pour assurer la neutralité des produits islamiques avec les produits, la neutralité fiscale avec les produits conventionnels. Mais il y a eu également un décret exécutif qui a permis la création de 2 compagnies takaful, donc c'est les assurances islamiques. Et ce règlement de la Banque centrale qui a été promulgué en 2020 a permis de lancer 10 fenêtres islamiques, au-delà des 2 banques islamiques qui existaient déjà. Et tout cela a donné un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants, du fait qu'il y a pratiquement plus de 900 agences bancaires qui proposent des produits de la finance islamique. C'est carrément un peu plus de 50% du réseau bancaire algérien. Mais il y a également 2 compagnies takaful qui ont été créées, et il y a une panoplie de produits de financement, mais également des produits d'investissement ou d'épargne qui sont mis à la disposition de la clientèle. Et tout cela a fait que, en très peu de temps, donc en 4-5 années maximum, il y a eu des réalisations qui, si on devait comparer avec d'autres pays, qui ont été réalisées, disons, en 50 ans. Et donc il y a eu quand même une accélération des réformes ces dernières années. Ça a permis de faire émerger ce segment de l'industrie financière qui est la finance islamique. Ça a permis également de doubler ou de tripler les parts de marché en 2 ou 3 années. Et c'est quand même une industrie qui a enregistré des taux de croissance qui sont très importants. Et même en termes de taille, si on devait comparer ça sur le plan régional, c'est quand même un marché qui est très, très, très conséquent par rapport aux autres pays. Je rappelle aussi qu'il y a eu d'autres réformes qui sont très importantes, qui sont même des opérations très importantes, même sur le plan continental ou régional. C'est l'ouverture de capital du Crédit populaire d'Algérie, mais également de la Banque de développement local. Crédit populaire d'Algérie, c'est pratiquement l'équivalent d'1 milliard de dollars, donc c'est 112 milliards de dinars. Et l'ABDL, c'est quelque chose comme 60 milliards de dinars, ce qui a permis de multiplier par 7 la capitalisation boursière au niveau de la bourse d'Alger. Et ça a permis également une levée de fonds qui est très importante, qui est pratiquement l'équivalent d'1 milliard 200, 1 milliard 300 000 dollars, et qui est une chose qui est, une réalisation qui est très importante comparée même aux autres pays. Et moi, j'allais dire un truc par rapport à 2 aspects. Premier aspect, c'est l'aspect effectivement qui était évoqué tout à l'heure, de dire que l'Algérie va emprunter. Bon, quand on ne comprend rien à l'économie, on dit ce genre de stupidité. Une ligne de crédit, ça veut dire une ligne de crédit qui peut être utilisable effectivement pour de l'investissement productif. L'Algérie n'a pas besoin d'emprunter pour boucler ses comptes. On n'est pas dans un pays surendetté, dans un pays qui a investi. Et quand on a des lignes de crédit, en économie c'est classique, on peut prêter, emprunter, c'est un classique, à telle enseigne que l'Algérie a effacé 1 milliard de dettes africaines. Donc si elle avait besoin de 3 milliards,
Ça se saurait. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à la banque islamique, c'est quoi? C'est la question, on peut en parler, de l'intérêt. Parce qu'effectivement, il y a les banques classiques qui pratiquent l'intérêt, l'usure donc, et les banques islamiques qui refusent le riba. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arabo-musulmans, et d'Algériens en particulier, qui sont rétifs à mettre de l'argent dans les banques, et qui les mettent dans les bas de laine, en thésaurisation, plutôt que de l'investir dans le marché. Or, il se trouve que quand vous arrivez avec ce genre de propositions qui existent déjà en Algérie, parce qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place, vous allez sans doute attirer non seulement les Algériens d'ici, effectivement, et de la diaspora, qui sont de plus en plus, qui répondent beaucoup à l'écho de la finance islamique, qui en ont besoin, et qui ne veulent pas voir leur compte touché par l'intérêt. Ce qui se passe, moi je connais des musulmans pratiquants qui, quand ils reçoivent leur salaire, retirent la totalité du salaire pour qu'il ne soit pas calculé en taux d'intérêt. Parce que la banque le calcule automatiquement. Donc je pense que je vous pose une question maintenant directe et frontale par rapport à ça. La banque islamique, depuis 2008-2009, elle a explosé. Parce que c'est le seul système bancaire qui n'a pas été impacté par la crise des subprimes. Et pour cause. Ils ne sont pas intégrés à l'économie mondiale au sens où ils ne sont pas dans des banques qui ont été contaminées par cette catastrophe. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est sécurisé malgré tout parce que les capitaux propres, ils les ont réellement, les taux de couverture sont élevés. Donc qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode pour séduire le chaland, séduire le futur client qui n'est pas forcément bancarisé, c'était dit tout à l'heure par Badis? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme communication pour faire en sorte de dire voilà, nous sommes en place, investissez chez nous, les risques sont limités, la productivité est au rendez-vous, on parlera des taux de productivité en termes de réussite, et le mode de financement diffère, parce que c'est un partenariat avec le client. Qu'est-ce que vous allez donner comme moyen pour communiquer? Alors déjà, il y a une statistique qui est très intéressante. Dans la banque dans laquelle je travaille, donc Crédit Populaire d'Algérie, CPA. Donc on a mené une petite étude et on avait constaté qu'en l'espace de 3 ou 4 années, nous avons pu avoir 75% de nouveaux clients, donc des clients qui viennent en dehors de la banque, qui ont émargé un peu aux produits de finance islamique. Donc c'est 75%. Il y a eu seulement 25% de transformation, déjà clients de la banque et qui ont opté également pour la finance islamique. Et ça, c'est un indicateur qui est très intéressant parce que ça souligne le fait qu'il y a des gens qui sont en train de rejoindre le secteur bancaire à travers cette finance islamique. Alors, pourquoi elle est intéressante? Alors, c'est une finance qui est conforme aux préceptes de la charia. Donc, sur le plan charaïque, les populations qui ont une sensibilité par rapport à cet aspect donc, vont trouver un peu des produits qui respectent les convictions personnelles de ces gens-là. Mais c'est également, vous l'avez cité, une finance qui n'est pas spéculative. Ça, c'est très intéressant. C'est pour cela qu'elle a démontré, lors de la crise de 2009, même plus tard, sa capacité de résilience par rapport aux chocs éventuels dans les marchés financiers. Parce que c'est une finance qui est connectée avec la réalité économique. Elle n'est pas spéculative. C'est une finance qui est adossée à des actifs réels. Et c'est une finance qui est très proche donc du marché, mais c'est une finance également où les institutions financières sont partie prenante des transactions. Donc, s'il y a une transaction de financement d'un investissement, par exemple, ou d'un appartement, par exemple, un individu qui veut acheter un logement, la banque, elle est vraiment partie prenante parce qu'elle achète la marchandise et elle la revend, ou alors elle achète l'actif et elle le loue à son client, etc. Et donc, c'est la même chose que parler des financements, par exemple, du chemin de fer. Les financements des chemins de fer, c'est sur 20 ans, c'est un financement, ce n'est pas un crédit. On accompagne, on est partie prenante de l'opération, la banque gagne de l'argent et le partenaire autre, quel qu'il soit, gagne de l'argent. Et c'est un financement, par exemple, sur 15 ans, et sur les chemins de fer, c'est un exemple exceptionnel pour ça. Ce n'est pas un crédit, c'est un financement et un partenariat win-to-win. C'est bien ça. Et d'ailleurs, il y a même peut-être un petit amalgame qui a eu lieu lors de ces événements. C'est que quand on parle de financement, quand on parle de ligne de financement, ce n'est pas forcément du crédit ou de la mobilisation. Par exemple, si moi je suis une banque, j'ai des correspondants à l'étranger. Le ITFC, c'est une filiale, donc la Banque Islamique Développement, qui donne, d'ailleurs c'est pour cette raison-là qu'on a signé avec ITFC une convention, donne l'opportunité aux banques algériennes d'accéder à des marchés, par exemple du sud-est asiatique ou de l'Afrique de l'Est, qui n'étaient pas vraiment connus par les Algériens, où on n'avait pas de correspondants dans ces pays-là. Et ça va impacter un peu les coûts de transaction en termes de commerce extérieur. S'il y a un exportateur algérien qui va aller exporter dans ces pays-là ou qu'il importe de la marchandise ou des équipements à partir de ces pays, ça va lui revenir moins cher parce qu'il y a une connexion directe
grâce à un intermédiaire qui est un réseau bancaire là-bas, qui est partenaire d'ICFC. Et donc, c'est pas forcément, ça peut être également des lignes de garantie. Vous savez comment ça fonctionne la finance à l'international. Pour pouvoir accéder à un marché, on doit être couvert par quelqu'un localement dans le marché. Et donc, il nous ouvre une ligne pour garantir un peu, avec un certain montant, les transactions avec ce pays-là. Et donc, en réalité, quand on parle de financement ou même d'accords cadres, d'ailleurs, pour banaliser un peu la chose, c'est que c'est des accords, d'ailleurs le président de la BID l'a dit, c'est des accords qui sont signés avec l'ensemble des pays membres. Hein, et vous l'avez dit également tout à l'heure, c'est que c'est les pays qui sont solvables, qui peuvent avoir une capacité de tirage de 3 milliards de dollars qui est mise à leur disposition, et c'est à la demande du pays. C'est pas... Autre chose, M. Mazari, vu de votre expérience et vu que vous connaissez le système, quel est le regard de la BID par rapport aux mastodontes, moi j'appelle ça les mastodontes bancaires algériens, CPA, BDL, BADR, BNA, BEA, par rapport à leur solvabilité, surtout à leur... comment on pourrait dire ça, leur force économique. Quel est leur regard et est-ce qu'ils comprennent par rapport à ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis où énormément de banques ont coulé, ont fermé, où on voit que nous, aucune de nos banques n'a de problème économique et vous venez de parler justement de la hausse du capital de chacune d'entre elles. Quel est leur regard direct ? Alors tout à fait, il y a également le niveau de capitaux qui ont été mis dans ces banques-là, hein, c'est à partir de 200 milliards, hein, c'est le plus petit capital. Voilà, c'est 200 milliards de dinars, c'est pas n'importe quelle banque qui a ce genre de choses. Dans le monde islamique. Donc il y a une surface financière qui est très intéressante. Ce sont des banques qui sont solvables, ce sont des banques qui ont derrière eux l'État algérien qui est solvable également. Et je rappelle également que, par exemple, si on prend le top 20 ou le top 50 des banques en Afrique, on va retrouver les 6 banques publiques dans le... Par exemple, à Dubaï, quand il y a eu la crise des subprimes à Dubaï, il y a énormément de banques aux Émirats Arabes Unis, alors qu'on parle des Émirats Arabes Unis comme un Eldorado monétaire, il y a énormément, et c'est là où les fake news sont très importantes à être débunkérisées, c'est qu'il y a énormément de banques des Émirats qui ont coulé parce que justement, ils n'arrivaient pas à avoir les véritables fonds propres. C'était que des chiffres, ils n'avaient pas véritablement de capital. Et la solidité du système bancaire algérien étatique, où l'État est vraiment derrière l'ensemble de ces banques, il y en a 5, hein, 5 mastodontes. Hein. Je les répète, CPA, BDL, BADR, BNA, BEA. Donc prouve justement que ce n'est pas juste un effet d'annonce, c'est quelque chose de véritablement solide. Tout à fait, et puis même la réputation de ces banques-là à l'international, c'est des banques qui peuvent accéder à n'importe quel marché. Hein. Donc c'est des banques qui font des transactions avec les banques européennes, avec les banques d'Amérique du Nord, mais également avec les banques asiatiques. Donc sur le plan de la solvabilité, il n'y a pas photo. La question de la solidité financière de ces banques-là. Donc il n'y a plus rien à prouver. Et c'est quelque part également, c'est grâce au support donc, de l'État, mais également il y a un autre élément qui est très important, c'est la supervision bancaire algérien qui est très strict en termes de solvabilité ou de liquidité depuis l'affaire Khalifa. C'est quoi les taux de couverture exactement dans les banques islamiques Taux de couverture de... La capacité de rembourser par exemple si elle a des difficultés, si elle a des défaillances par rapport à des clients. Alors bon, moi je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la fenêtre islamique du CPA, le taux de défaut ne dépasse pas les 1,2%. C'est quelque chose de très bas. Très très bas. C'est exceptionnel. Est-ce que la CPA est numéro 1 en Algérie, du point de vue du nombre de clients? Est-ce que c'est... En nombre d'agents, je sais que c'est le CPA numéro 1. Alors le réseau le plus important, c'est la BADR. Ah, c'est la BADR. C'est plus de 320 agences. Tu vois, j'étais persuadé que c'est le CPA. C'est 320 agences. En termes de total actif, c'est la BEA. C'est la banque la plus importante du marché algérien. Parce qu'elle fait énormément de commerce extérieur. Tout à fait. Alors en termes de PNB, donc de produits nets bancaires, c'est classement BEA, BNA, CPA. Parfois c'est BNA, BEA, BNA, plutôt BEA, CPA, BNA. Donc c'est les 3 banques qui sont un peu les leaders du marché. Il n'y a pas de concurrence entre vous. Alors si. Moi je suis content d'avoir un compte en banque dans une banque étatique algérienne. Au moins je sais que mon argent est bien protégé. Vous êtes rassuré. On est rassuré, exactement. Ce qui n'est pas le cas partout, croyez-moi. Nous résidons en Europe, c'est pas le cas partout. Monsieur Sofiane Mazari, merci d'avoir été avec nous. C'est passé très vite. Je rappelle que vous êtes responsable de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers. Merci encore d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.
êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, troisième partie de l'émission Hebdo Show et nous avons appris il y a quelques instants de la part du groupe Sonatrach d'un fait inédit qui s'est produit au niveau du port de Marseille, Mahdi. Écoutez, comme tout le monde le sait, l'Algérie livre du gaz à beaucoup de monde en tant que pays exportateur de gaz et en l'occurrence à la France. Ainsi, mardi, les équipages des deux navires de Sonatrach, le navire Sheikh El Mokrani et Roud El Fares transportant du GNL et du GPL ont reçu une notification pour un contrôle simultané des deux navires. C'est du jamais vu. Ils ont reçu cette notification qu'il y aurait un contrôle pour les deux bateaux, puis, comme par magie, que pour un seul, pour jeudi à 13h, soit 2 jours après. Ils ont attendu aucun contrôle. À 15h, Sonatrach a notifié que son bateau va prendre le large, puisque aucun contrôle n'a eu lieu. Donc cette démarche inédite et provocatrice, bien évidemment, en pleine crise entre Alger et Paris, quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Cette démarche provocatrice et inédite en pleine crise entre Alger et Paris a pour objectif de torpiller la relation énergétique entre les deux pays, pousser la Sonatrach à cesser ses livraisons de GNL et de GPL. Cette énième provocation a eu lieu sans, très important, messieurs, dames, cette énième provocation a eu lieu sans que les plus hautes autorités françaises ne soient mises au courant. Il est aussi de notre source nous a donné comme information que l'Algérie ne cédera jamais à cette provocation car elle fait la différence entre le peuple français et ceux qui poussent au pire pour les relations bilatérales énergétiques. L'Algérie ne tombera jamais dans les pièges de ces partis néfastes. Voilà. Bien sûr, parce que là, ce qui est quand même curieux, parce que la France, de toute façon, a besoin du gaz algérien. Je sais que de 11 à 12% des besoins français sont couverts par l'Algérie. L'Algérie, tout le monde sait que c'est un partenaire fiable, c'est un partenaire sûr. C'est un pays qui livre du gaz naturel à l'Europe à travers des gazoducs. À travers le gazoduc qui passe par l'Italie et par l'Espagne. Il le livre aussi avec des pays comme l'Autriche et l'Allemagne. Et tous les responsables européens de l'Union européenne attestent que l'Algérie est un partenaire fiable et sérieux. Donc, comment agir, comment expliquer... Avec l'Espagne, on a eu une brouille avec l'Espagne. Oui. Malgré la brouille qu'il y a eu avec l'Espagne en 2022, jamais l'Algérie n'a touché les livraisons énergétiques, quelles qu'elles soient. Bien sûr. Donc ça prouve le sérieux des partenariats énergétiques entre le pays producteur et les pays clients. Et l'Algérie assure effectivement la sécurité énergétique. Vous savez qu'elle a été un peu bousculée par la guerre en Ukraine, parce que la Russie est un grand fournisseur aussi de gaz naturel à l'Europe. Maintenant, la question est à poser aux responsables français. Parce que là, si le contrôle de le navire... Notre source, Faisal, a bien précisé que les plus hautes autorités françaises n'étaient pas au courant de ce contrôle. Donc ça ne vient pas des plus hautes autorités françaises. Donc, il faut le dire et le souligner. Oui, et qui agit à l'ombre des responsables français, qui veut effectivement torpiller. Parce que la France a besoin de ce gaz. Oui. L'hiver prochain ou les autres hivers, la France a toujours eu besoin de gaz. C'est un pays qui dépend entièrement de l'importation du gaz naturel, dont celui de l'Algérie, avec donc des conditions qui sont dans des cadres contractuels. L'Algérie ne sort jamais, comme l'a souligné Mahdi, des cadres contractuels. Donc la question qui se pose, qui peut saboter cette relation économique, parce que c'est une relation très sensible pour le partenaire français et pour le partenaire européen. Alors, la question énergétique est une question stratégique. À qui profite le crime? Nouhed l'a très bien dit. À qui profite le crime de la brouille? Une brouille supplémentaire entre l'Algérie et la France, entre les hautes autorités algérienne et les autres autorités françaises. À qui profite le crime? Justement, je pose la question à Badis. À qui profite le crime? Est-ce une action des lobbies hostiles à l'Algérie, Badis? C'est des acteurs, effectivement, qui essayent de phagocyter de l'intérieur. Et moi, ce que je vois, en fait, dans cette action inédite, effectivement, c'est le cas, puisque si on revient un peu sur les contrats d'approvisionnement en matière d'énergie, et notamment de gaz, de GNL, donc du gaz liquéfié, qui est transporté dans ce qu'on appelle les méthaniers ou les superméthaniers, comme... Pardon, j'en perds ma voix avec ce type de personnage. Donc, ils sont transportés effectivement dans le cadre de contrats d'approvisionnement, comme ça a été dit, avec le respect des clauses contractuelles, avec aussi la crédibilité qui s'impose, et l'Algérie a su le démontrer, parce que ça a été dit, l'exemple de l'Espagne. Donc, et puis, comme l'a dit et souligné Faisal, c'est du gaz dont la France a besoin. Exactement. Certes, on arrive vers les beaux jours, mais l'hiver va vite arriver. En plus, avec le dérèglement climatique, je peux vous dire que même au mois de juin, vous pouvez avoir des températures négatives. Rien qu'hier, ici, il faisait frais. Tout à fait. Donc, non, mais... Plus sérieusement, je pense que c'est une dérive, une énième dérive, mais une dérive grave et dangereuse
qui finalement met en lumière justement cet état de l'ombre, ces acteurs, je dirais, qui essayent encore une fois, comme je dis, de phagocyter, mais plus que phagocyter, ils essayent de saboter toute évolution positive, toute désescalade, tout espoir de dialogue, notamment pour justement empêcher essayer tout éventuel rapprochement. Un empêchement caractérisé, mais surtout structuré, puisque là, il touche je dirais, un secteur sensible et très très stratégique, à savoir l'énergie. Puisqu'attention, on essaye à travers ce type d'action de pousser à l'erreur l'Algérie et surtout aussi d'essayer de la décrédibiliser tant bien que mal, et c'est mal connaître l'Algérie, sur l'aspect énergétique. Or l'Algérie, et nous le savons très bien au lendemain de la crise ukrainienne, elle a su démontrer, même en augmentant sa production justement significativement pour qu'elle puisse effectivement répondre aux attentes non seulement de la France, mais des alliés, notamment de l'Europe également. Donc c'est aussi essayer de toucher à sa légitimité, sa crédibilité à travers ce type de dérive qui a été finement calculé et méthodiquement organisé par ces décisionnaires et par ces gens qui ont pris cette décision de le faire. C'est sournois tout de même. Ce qui est très important, moi j'ai le sens des mots, et ce que dit Badi, c'est d'une exactitude profonde. Moi, ce qui me pose problème, c'est que cette démarche est une démarche inédite. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu depuis que la France est cliente du gaz algérien. Ça n'a jamais eu lieu. Donc on va encore me faire croire au fameux hasard du calendrier. On ne va pas refaire l'histoire de la mise en détention de notre diplomate 4 jours après la visite de Jean-Noël Barrot, qui était venu justement pour que ça se repasse bien. On ne va pas me faire croire ça, d'accord, parce que je ne crois pas au hasard. Je suis quelqu'un de foncièrement factuel. Il n'y a pas de hasard en politique. Exactement, et de très cartésien. Donc je ne crois pas au hasard. Mais cette démarche inédite et provocatrice en pleine crise cache des parties occultes qui ne sont pas pour le bien des relations bilatérales franco-algériennes et algéro-françaises. Il faut savoir le dire. C'est très important de le dire. Que ça ne plaît pas que l'Algérie et la France aient une relation, qu'elle soit économique, politique, sociale, saine. Ils veulent qu'il y ait une brouille entre les relations franco-algériennes. Gamal, ces partis occultes qui ne reculent devant rien pour gâcher justement, gâcher tout éventuel dialogue entre Alger et Paris. Bon, en voyoucratie, on appelle ça des coups de pression. Dans le monde politique, on va appeler ça des ripostes gratuites. Non, mais mon politique, on appelle ça des ripostes gratuites. Oui. On a un monsieur qui se croit en guerre et qui considère que l'Algérie est son ennemi éternel. On a un monsieur qui fait la guerre aux musulmans. On ne va pas le citer par contre. Non, mais on a un monsieur, je donne pas le nom parce qu'il ne mérite pas d'être nommé. On a un monsieur qui fait des lois, qui cible et stigmatise, qui propose des projets de loi contre les musulmans, les Arabes, les Algériens, enfin bref. Donc la vérité en France, c'est que moi je dis et répète qu'il n'y a pas de tension entre la France et l'Algérie, il y a une tension entre un politique qui fait carrière et l'Algérie. Et cette tension... Oui, mais lui il représente un courant politique. Il y a beaucoup de monde qui j'entends bien, lui c'est un courant politique. C'est pas qu'il est seul ou pas seul, on se fiche qu'il soit seul. Lui il n'est pas grand-chose dans l'absolu, il a un parti qui pèse 7%, donc il faut être sérieux. Mais ce qui est à traduire, c'est que je pense sincèrement... C'est la moitié du gouvernement quand même. Oui, mais il tient, parce que M. Macron est malheureusement en situation difficile, puisqu'il cohabite, on peut le dire. Ça a été dit par ce monsieur. Je ne suis pas macroniste, donc c'est dit. Il tient à la moitié du gouvernement, c'est vrai, mais il tient un gouvernement qui est illégitime parce qu'il était placé dans les circonstances que nous connaissons. Je pense que M. Macron veut un rapprochement réel. Je pense que le ministère des Affaires étrangères veut un rapprochement réel. Je pense vraiment qu'ils veulent revenir à une relation apaisée et normale d'État à État, parce que je rappelle quand même que les raisons pour lesquelles on fait les tensions, c'est quoi? C'est des brouilles, c'est des broutilles, c'est une plaisanterie. C'est pas un écrivain qui fait une tension, c'est pas un influenceur qui fait une tension, ce ne sont pas les OQTF qui sont à la marge puis toute l'Afrique en a. Non, il y a une relation qui est délétère. Et moi, j'ai envie de dire aux Français, à la population française qui est prise en otage par ce genre de politique, que si 12% du gaz algérien disparaissait des foyers français, ça signifie une explosion du coût du gaz. Tout le monde souffrirait de ça parce que quelqu'un s'amuse à faire des tensions. Je pense qu'il faut arriver à un terrain de raison, et l'Algérie le fait très bien. Elle ne va jamais rompre sa relation commerciale parce que c'est un pays équilibré, et faire en sorte effectivement que ces tensions baissent une bonne fois pour toutes en parlant aux bonnes personnes. Donc on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais à mon sens, aujourd'hui, parce que là c'est une tentative, c'est un coup d'épée dans l'eau en vérité, il essaie de visiter les navires puis ils n'y vont pas, donc c'est un peu ridicule. Mais je pense que ça va finir par baisser parce que évidemment les États restent, les hommes passent et les hommes partiront. L'Algérie ne cédera jamais. Écoutez bien cette phrase et je la répète pour les sourds et les malentendants.
L'Algérie ne cédera jamais à cette provocation car elle fait la différence entre le peuple français et ceux qui poussent au pire. L'Algérie, contrairement à bien d'autres, sait faire la distinction entre le peuple et ceux qui nous veulent du mal. Très bien, messieurs, je pense que le message est passé. On va maintenant parler d'un tout autre sujet, si vous le voulez bien. On va s'intéresser à la situation à Gaza. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pas cesser de faire, justement, tant que le génocide se poursuit sur place et que la communauté internationale n'agit pas. Mesdames et messieurs, justement, cette semaine à l'ONU, l'Algérie a appelé à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'Algérie qui se tient derrière le peuple palestinien depuis toujours, Badis. Tout à fait. L'Algérie qui est un acteur moral actif dans une diplomatie effectivement active, pour, je dirais aussi, mobiliser, puisque au-delà du positionnement historique, notamment réaffirmé par la position d'Algérie au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU, c'est aussi une forme de reconfirmation, de réaffirmation, ou même de renforcement d'une stature morale de l'Algérie, mais surtout aussi de mobilisation d'alliances élargies, que ce soit le Sud global, que ce soit au sein du Conseil de sécurité, que ce soit les humains de cette planète, pour qu'ils puissent justement s'attarder davantage, mais surtout aussi créer un rapport de force, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. La finalité, c'est de ne plus condamner, mais de pouvoir regarder l'histoire en face et de se positionner du bon côté de l'histoire, à savoir des actions concrètes, des rapports concrets. On pourra en parler tout à l'heure un peu plus dans le détail, effectivement, avec la reconsidération des relations de certains pays, y compris États africains de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une volonté portée par l'Algérie, une volonté légitime, crédible, puisque l'Algérie, comme vous le savez, défend toutes les causes justes, les causes nobles, les causes humaines, les causes humanistes dont le peuple aujourd'hui palestinien ont fait les frais avec cette machine de guerre aveugle qui assassine à tout va. Et puis aussi, c'est une forme de dire que l'empathie, mais surtout aussi le droit international à géométrie variable, le deux poids deux mesures, si on compare avec la crise ukrainienne, il est temps de le cesser, il est temps de regarder encore une fois l'histoire en face. Faisal, nous devons agir sans plus tarder. Ce sont là les propos d'Ammar Ben-Jama'a qu'on voit à l'écran juste derrière vous. Donc Ammar Ben-Jama'a, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Absolument, M. Ammar Ben-Jama'a est devenu un homme très célèbre parmi les amis d'Israël, parmi les humains qui défendent le droit du peuple palestinien, qui dénoncent le génocide commis par l'entité sioniste, qui continue donc d'être commis. M. Ben-Jama'a a rappelé que le droit international n'est pas négociable et qu'il n'y a pas le problème de la protection des civils, parce qu'il s'agit de la protection des civils. Ce n'est pas une question de règles, parce que les règles existent, mais c'est une question de volonté. Et il se trouve qu'il y a des États qui, d'un côté, dépendent des droits humains, dépendent de la liberté, dépendent du droit de vivre, et qui, de l'autre côté, se taisent sur les génocides. Un génocide qui est commis chaque jour par l'entité sioniste. Un président occidental a dit qu'il faut laisser ça aux historiens. Non, l'histoire se fait aujourd'hui, parce que hier, l'Occident s'est tué aussi sur d'autres massacres qui ont lieu en Namibie, qui ont lieu au Rwanda, qui ont lieu dans les Balkans. Et aujourd'hui, c'est un massacre qui est commis quotidiennement. C'est quotidiennement. C'est le 69e jour depuis la rupture et de non-respect de l'accord de cessez-le-feu par l'entité sioniste. Il y a eu aujourd'hui 2 familles qui ont été complètement décimées. C'est la famille d'Ardouna et la famille Narma, 14 et 11 personnes. Il y a aujourd'hui 54 000 morts et 123 000 blessés, en plus des disparus qui sont très très nombreux. Rien que pour les enfants et les adolescents, c'est des organisations internationales qui le disent, 16 000 enfants et adolescents de 1000 nourrissons qui ont été tués par cette entité criminelle qui continue donc de commettre des massacres. Et dernièrement, il y a eu aussi une attaque qui a fait le tour du monde. C'est les tirs qui ont ciblé des diplomates qui étaient à Jénine, en Cisjordanie, et qui ont suscité une réaction, y compris parmi les alliés de l'entité sioniste. Tous les États occidentaux ont dénoncé cette attaque. Bien sûr, l'armée israélienne, dans sa propagande militaire mensongère, a parlé des tirs de sommation. On ne tire pas sur les diplomates, c'est le droit international qui le dit, mais on sait que depuis Gaza, depuis au moins plus d'une année, que cette entité ne respecte aucun droit, ni le droit humanitaire, ni le droit de l'homme, ni le droit de la guerre. C'est une entité qui cible les hôpitaux, les écoles, les ambulances, qui ciblent les civils, qui tuent les civils lorsqu'ils dorment la nuit, etc. Et qui affament également les Palestiniens. Et qui affament les Palestiniens. Maintenant, il y a une famille, toutes les organisations alertent, parce que les camions, l'entité sioniste empêche l'entrée des camions où à peine ils ont donné le droit, je pense à 5 camions d'aide humanitaire entrée.
Oui, Au lieu de 600 normalement. 600, c'est dérisoire. C'est dérisoire par rapport à la demande, parce qu'il y a 2000 Palestiniens qui vivent donc dans cette 2 enclave. millions. Et ce tir contre les diplomates a ouvert les yeux. C'est un peu certains pays occidentaux qui pensaient que l'entité sioniste se dépendait ont montré clair que l'entité sioniste n'a aucun allié. N'a aucun partenaire. Elle tire sur tout le monde. Pour peu qu'on la laisse continuer son massacre. Et ça a ouvert, même la presse occidentale ces derniers jours a changé de temps. J'ai remarqué qu'elle a changé de temps et qu'elle est devenue de plus en plus critique, qu'elle commence à découvrir qu'il y a des massacres commis à Gaza. Il y a des photos qui sont diffusées. Vous savez qu'on en a déjà parlé dans cette émission des journalistes tués. Ils sont maintenant au nombre de 215. Hier seulement, il y a aussi un autre journaliste qui a été tué. Cette presse occidentale découvre qu'il y a un génocide qui est commis quotidiennement à Gaza. Et on rappelle également qu'il y a une jeune influenceuse de 9 ans qui rapportait tout ce qui se passait à Gaza, qui a également été assassinée par l'entité sioniste. Gamal Abina, je me tourne vers vous. Il y a cette marche qui vous tient à cœur. Et vous vouliez nous en parler. On en reparlera de plus en plus, il faut en parler. 35 pays sont signataires de la marche. Alors je parle d'organisation dans les pays, pas les pays au sens étatique du terme. C'est une marche qui doit avoir lieu, qui partirait du Caire à partir du 12 et qui rallierait 12 juin. Donc c'est une marche, pas dans les pays européens ou dans le reste du monde, mais au Caire. Ils sont en train de demander aux autorités égyptiennes, effectivement, de leur faciliter l'accès, d'y aller, et qui irait jusqu'à Rafah, pour faire en sorte, symboliquement, parce qu'on sait très bien que les barbares ne vont pas ouvrir, de forcer le passage. Donc le monde entier est mobilisé, pourquoi ? Parce que c'est une question morale, ça a été dit tout à l'heure, c'est une question effectivement humaniste et c'est une question nécessaire. Les barbares qui assassinent les Palestiniens se comportent comme les nazis faisaient dans les pays de l'Est. Je le dis et le répète, j'ai aucun problème avec ça. Ce sont des Européens qui tuent des Orientaux. Voilà, c'est clair, les choses sont dites. Ces barbares ne respectent pas la vie. Parce qu'il y a un dingue qui est à la tête de cet État raciste, et je dis État raciste parce que c'est bien le raciste qu'il dirige aujourd'hui, qui dit « Nous sommes le peuple de la lumière ». Vous imaginez l'arrogance de cet imbécile qui se croit une lumière. Un vulgaire petit influenceur américain qui est à la tête de l'État qui l'occupe, et qui n'est pas son État, c'est la Palestine, qui tue des gens chez eux, il faut le rappeler. Alors je vais vous raconter l'histoire très courte, mais qui doit vous mettre vraiment à l'esprit ce qu'est la barbarie sioniste. Parce qu'on oublie ce qu'est la barbarie sioniste. Les gens qui viennent d'Europe, ils prennent des terres de force, et ils tuent. La Nakba, c'est des milliers de personnes qui sont déportées, et surtout un assassinat de masse de villages palestiniens en cascade. J'ai vu la semaine dernière une image dans les réseaux palestiniens d'une femme qui marche dans la rue. On pouvait penser à Berlin, mais même pas, parce que Berlin, à la fin de la guerre, il y a encore des immeubles debout. À Gaza, les immeubles sont par terre. Ils ont fait des destructions incroyables, ils vaporisent les immeubles, c'est vous dire les bombes qu'ils utilisent. Et elle marche toute seule, dans la rue. On voit bien que c'est une femme, vous la voyez à 200 mètres, il n'y a aucun problème, seule. On voit qu'elle est affligée, et elle marche au milieu de ses ruines. Et elle fait quelques pas. Et après, vous savez ce que font ces barbares ? Ils envoient un missile pour l'assassiner. Il ne faut jamais dire tuer, le terme n'est pas bon, il faut dire assassiner. Il n'y a pas de tuer là-bas, c'est de l'assassinat. Quand on tue un civil sans défense, c'est de l'assassinat. Donc les lâches, pour s'amuser, parce que ça les amuse, ils tirent sur une femme. Il y a un t-shirt qui a été fait par ces barbares, un t-shirt qui dit shoot, donc une balle, je ne parle anglais, pour tuer 2 personnes. Une femme et son bébé, ça fait une pierre deux coups. Voilà, c'est ce genre de petit humour crasseux que ces gens utilisent. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que l'Algérie et d'autres pays, mais pas seulement, l'Algérie le porte sur un plan politique très fort, sur un plan légal. À l'ONU, elle l'a fait de façon très courageuse, et c'est nécessaire. Rappelle que cette entité criminelle est détestée par le monde entier, on le sait aujourd'hui, et qu'elle ne respecte rien. Le droit, ça ne leur parle pas parce qu'ils se croient supérieurs racialement. Oui. Donc pourquoi est-ce que le droit va s'appliquer à eux ? Ils s'en fichent. Mais ils assassinent en cascade. Donc cette marche qui aura lieu le 15 à Rafah, l'arrivée le 15, est une marche qui se veut populaire et internationale. Ce n'est pas une marche d'arabes ou de musulmans, c'est une marche de tout le monde. Pour l'humanité. L'humanité. Parce qu'on pourrait demander une coalition internationale pour attaquer ce criminel de guerre et puis en finir avec lui. On pourrait essayer de coaliser des pays, mais on amènerait la misère à la misère et ce n'est pas l'objectif. C'est de faire en sorte que parmi sa population, les gens commencent à ouvrir les yeux. Attendez, là ça commence à se voir qu'on est des sauvages. Ça commence à se voir qu'on assassine près de 300 000 personnes, parce que les chiffres ils vont être faramineux. Ça commence à se voir qu'on les a enfermés, que c'est une enclave, c'est dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de sortir et qu'on les tue à domicile. Imaginez-vous, pendant 1 an et demi, vous êtes un Palestinien chez lui, je le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, l'envahisseur est européen, c'est pas le Palestinien. Chez lui, il dort avec un visage défait, il sait qu'il va peut-être se lever le matin ou pas, il sait qu'il va peut-être prendre une bombe, voir toute sa famille exterminée. Et il y a l'histoire d'un Palestinien, un enfant palestinien dont toute la famille a été exterminée, il était le seul survivant, il arrive à l'hôpital, il demande sa mère et son père. Et le personnel soignant, pour parler, l'effondré lui mente. Ils lui disent non mais tes parents sont là, à l'autre côté, juste pour qu'ils tiennent le coup.
Qu'est-ce qu'on fera de ces Palestiniens plus tard? Qu'est-ce qui va rester de cette population martyrisée? Et ça a été dit à l'instant, les diplomates qui ont été attaqués, c'est pas sur un théâtre de guerre. On est à Jénine. C'est un génie. Donc on est soi-disant sur la zone, soi-disant, où c'est Fatah qui tient. Donc c'est pas une question de Fatah ou de Hamas, c'est une question d'exterminer les Palestiniens et les forcer à partir. Donc simplement de rappeler à l'humanité, si cette dernière considère que tous les peuples se valent, et qu'il n'y a pas un peuple de lumière, qu'il va falloir peut-être un jour réagir rapidement parce que ça va devoir, il y a des comptes à rendre. Et les dirigeants occidentaux très lâches qu'ils sont, qui ont fait de l'argent dessus, maintenant commencent à parler. Et commence à être gêné aux encablures. On sent bien qu'il y a un retournement de tendance. Je ne parle pas des Irlandais ou des Belges et des Espagnols qui, dès le départ, ont été dans la dénonciation. Je parle des autres qui ont vendu des armes en douce. Ça les a arrangés. Maintenant, leur population commence à leur demander des comptes et ils vont se dire qu'est-ce qu'on va être devant l'histoire? Eh bien, devant l'histoire, ce seront exactement ce qu'on a vu en Allemagne nazie, des complices actifs. Des complices d'un crime. Alors, il y a pour saluer, si vous permettez, le Parlement espagnol qui a adopté une proposition pour interdire la vente d'armes à Israël en raison de la guerre génocidaire menée contre la population civile à Gaza. Le texte recommande de cesser toute exportation d'armement vers Israël, y compris les équipements, casques et gilets pare-balles susceptibles d'être utilisés dans le conflit. Peut-être d'autres pays devraient suivre cet exemple espagnol. Ça, ce qui est important à rappeler sur ce jalon très important et stratégique en matière de changement et de réévaluation des relations de l'Espagne, mais y compris aussi de l'Union européenne, de certains États, c'est d'abord c'est le Parlement. Donc cette fameuse diplomatie parlementaire populaire, donc les peuples du monde qui défendent cette cause noble et cette cause juste du peuple palestinien, mais aussi, je rappelle dans cette même déclaration, on évoque, le Premier ministre espagnol évoque la cohérence des relations, notamment avec l'entité sioniste. Donc on ne peut pas défendre l'humanité et l'humanisme et à la fois vendre des armes à cette même entité. Donc à un moment donné, c'est paradoxal. Et c'est là, il a raison. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, et c'est là aussi où certains pays se retrouvent un peu, je dirais, tiraillés entre deux positions. En revanche, les lignes bougent, il y a une dynamique... un sursaut d'humanité. Tout à fait, sursaut humanité, sursaut citoyen également, puisqu'on voit les manifestations de parlement... Moi, je dirais pas d'humanité, moi, je dirais plus de culpabilité. Aussi. Oui, de leur côté, c'est vrai. Aussi, de leur côté, complexe, oui. De leur côté aussi. Mais, et d'ailleurs, je reviens un peu aussi, comme les lignes bougent, comme ce jalon aussi également, qui est celui de reconsidérer les accords d'association l'Union européenne avec l'entité sioniste, qui est important à mes yeux. C'est-à-dire que c'est une symbolique, c'est une menace politique, mais surtout économique, quand on sait que l'entité sioniste est le premier partenaire commercial de l'Europe et qui a des accès préférentiels, notamment sur justement. Donc, vous voyez bien que l'étau se resserre. Je l'avais dit les premiers jours, justement, où ils pensaient avoir gagné cette guerre, j'évoquais sur plusieurs, dans mes analyses en tout cas, que l'entité sioniste est en train de s'isoler d'une manière significative. Il s'avère qu'aujourd'hui, non seulement elle s'isole, mais elle est détestée, elle est haïe dans le monde. On peut évoquer récemment cet acte aux États-Unis, notamment cette fusillade. Et d'ailleurs, ce n'est pas un musulman. Voyez-vous, c'est un originaire d'Amérique latine. Donc, vous voyez bien que Netanyahou aujourd'hui a réussi une seule chose, c'est celle de faire détester l'entité sioniste et de prendre pour cible tous les citoyens, en tout cas d'entité sioniste, de par le monde. Et c'est là où, je dirais, la gravité de la chose, encore une fois ça a été dit, c'est quelqu'un qui confond son agenda politique, à savoir son maintien au pouvoir, tous les pouvoirs, puisqu'il a cette alliance un peu contre nature avec l'extrême droite, et notamment le messianique qui plus est, et la volonté, y compris de son propre peuple, puisque, attention, il y a aujourd'hui une pression phénoménale de l'intérieur, c'est-à-dire de son propre peuple qui souhaite non seulement mettre un terme à ce génocide, puisque beaucoup maintenant l'évoquent, alors qu'avant c'était le post-7 octobre, donc l'entité sioniste a le droit de se protéger, le fameuse chanson cyclique. Aujourd'hui, son propre peuple exige sa démission, exige l'arrêt de ces génocides et exige une reconstruction de l'entité sioniste puisqu'elle est affaiblie, elle est acculée, elle est isolée. Alors il est important, pardon Faisal, il est important de rappeler que la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait imposer des sanctions économiques donc à l'entité sioniste. Je vous donne la parole, Faisal, avant de redonner la parole. Oui, parce que même, pour aller dans le sens de Badis, même les anciens premiers ministres sionistes comme Ehud Barak et Ehud Olmert ont critiqué Netanyahou et ils disent clairement qu'il veut détruire ce qu'ils appellent Israël. Et donc effectivement, cet homme a dépassé toutes les lignes rouges. Et ce qui est condamnable, c'est que son avion traverse parfois des territoires, des espaces aériens, alors qu'il fait l'objet d'une poursuite pénale internationale. Donc les États qui le laissent passer et rencontrer la presse et faire des conférences de presse, c'est des États, comme l'a souligné Mathis, c'est des États complices. Demain, ils seront comptables devant l'histoire des crimes qui ont été commis à Gaza, comme ceux qui l'ont
effectivement soutenir ceux qui continuent à lui vendre des missiles, parce qu'un missile, ça coûte cher, et on l'utilise pour tuer une seule personne. Vous voyez, donc cette entité est à l'aise sur le plan armement, donc elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Mahdi, je vous donne le dernier mot. Il faut aussi savoir, ce qu'a dit Badis est très juste sur le plan personnel de ce Premier ministre, de ce faux Premier ministre, c'est que c'est un criminel de guerre. Il est recherché par la Cour pénale internationale. Il faut savoir le dire, c'est un criminel de guerre qui est recherché, c'est un fugitif qui est recherché, et c'est une personne qui a peur de quitter le pouvoir parce qu'il finira en prison. Il le sait pertinemment. Du moment qu'il ne sera plus au pouvoir, il ira en prison. Voilà, c'est très important de le savoir. Et juste pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, ce qui rend aussi cette entité sioniste encore plus dangereuse et plus pernicieuse, je reviens sur comment on appelle ça, le shadow banning par rapport à ces 90 000 publications pour la Palestine. C'est pour dire qu'effectivement Meta, donc Facebook, est complice à une collusion avec cette entité sioniste sous prétexte qu'il y a eu des plaintes de la part de l'entité sioniste. Quelle liberté d'expression on parle? Donc ça pose beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, mais pour en finir et pour conclure, je sais que faute de temps, c'est que ce qui nous apprend cela, c'est que l'entité sioniste souhaite faire, je l'ai dit la dernière fois, un génocide à huis clos médiatique et numérique. En tout cas, nous, on continuera à parler de la Palestine. Entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, tu vois le 2 poids 2 mesures affligeant de l'Union européenne. Tu vois le 2 poids 2 mesures affligeant d'une partie du monde qui pourchasse Poutine et qui bloque Poutine sur l'économie et sur beaucoup de choses et qui laisse faire le criminel de guerre Netanyahou. Très bien, merci Mahdi. En tout cas, donc je le rappelle, nous on continuera à parler de la Palestine. Dalema au Madlouma, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Et pour cette dernière partie, mesdames et messieurs, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nohed, bonsoir messieurs. Et Nariman, vous n'êtes pas seul. Votre invité ce soir n'est pas étranger à l'émission Hebdo Show. Il est même son créateur. Il s'agit, mesdames et messieurs, de monsieur Salim Agar, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir avec nous. Salim Agar qui aujourd'hui porte une casquette différente. Il est réalisateur et critique cinéma. Bonsoir Salim, très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler justement de cinéma et du feu Mohamed Lakhdar Hamina qui nous a quittés hier et qui est une grosse perte pour le cinéma. Justement, toute l'équipe d'Hebdo Show Algéria a tenu aujourd'hui, ce soir, à rendre un hommage spécial à ce grand homme qui était Mohamed Lakhdar Hamina. Hier soir, l'Algérie a perdu bien plus qu'un cinéaste. Elle a perdu une conscience, un poète d'image, un témoin de l'histoire. Mohamed Lakhdar Hamina s'est éteint et avec lui, une part essentielle de notre mémoire collective en tant qu'Algérien. Mais ses œuvres, elles demeurent inaltérables, indélébiles, inoubliable. Il fut l'un des premiers à avoir compris que le cinéma pouvait être un cri, une résistance, une déclaration d'amour à un peuple qui était blessé, mais qui était tout de même resté debout. Et il l'a prouvé au monde entier en 1975, il y a de cela pile poil 50 ans, en remportant la Palme d'Or au Festival de Cannes pour sa fresque Chronique des années de braise. Et il faut se le dire, c'était beaucoup plus qu'un prix, c'était un moment d'histoire, une représentation de l'Algérie indépendante hissée sur la plus haute marche du cinéma mondial. À travers ses films, Mohamed Lakhdar Hamina a filmé les luttes, les silences, les colères, les rêves. Il a donné une voix à ceux qu'on n'écoutait pas. Il a raconté le passé de l'Algérie pour justement éclairer son avenir avec grandeur, avec exigence et avec une infinie tendresse pour son peuple et son pays. Aujourd'hui, c'est à notre tour, je pense, de raconter et de dire que cet homme a marqué le cinéma algérien, le cinéma africain, arabe, universel, le cinéma engagé à travers le monde, de dire que sa vision, sa rigueur, sa fidélité aux causes justes ne s'éteindront pas avec lui. Ce grand homme restera vivant à travers chaque plan qu'il a tourné, à travers chaque génération qu'il a inspirée et aussi à travers chaque Algérien qui un jour a compris que grâce à lui,
l'art pouvait être une arme. Mohamed Lakhdar Hamina a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Yahya à Alger en présence du président du Conseil de la Nation Azouz Nasri, du ministre de la Culture et des Arts Zouhir Bellelou, ainsi que de nombreux moudjahidines et de nombreuses personnalités du secteur de l'art et du cinéma, des personnalités qui ont exprimé à cette occasion ce que représentait Mohamed Lakhdar Hamina pour le 7e art en Algérie. On regarde. Mohamed Lakhdar Hamina était une icône du cinéma algérien. Déjà, il représente la première génération de cinéastes qui a réalisé quasiment les premiers films algériens depuis Yasmina, qu'il a co-réalisé avec Jamal Din Chandarli pendant l'Algérie en lutte pour son indépendance. Et puis juste après, il a commis ce chef-d'œuvre qui est Le Vent des Aurès, Keltom, Allah yarhamha, Omar Tayan, Mohamed Chouir, son souci, Lakhdar Hamina, c'était la représentativité des Algériens sur le grand écran. Mohamed Lakhdar Hamina reste pour nous le doyen, le père spirituel de pratiquement tous les cinéastes réalisateurs algériens. Il a été derrière la création du cinéma algérien au Maquis. Et ensuite, il a participé activement tout de suite après à l'indépendance avec des films. Ces 7 longs métrages étaient différents. Ces 7 longs métrages ont été d'une palette différente, mais toujours la même âme, et toujours qu'ils soient en comédie ou là, que ce soit comme la chronique Zaïd Brez, une grande fresque. Il a toujours su gérer ses films, il a toujours donné une dimension internationale. Et derrière nous, on ne peut qu'espérer le même parcours. Pratiquement toutes les générations ont été influencées par Mohamed Lakhdar Hamina. Salim Aga, je me tourne vers vous, vous qui êtes un grand fan de cinéma, qui êtes aussi critique aussi. Que représentait pour vous Mohamed Lakhdar Hamina? D'abord, pour moi, c'est un père parce que j'ai connu le cinéma avec lui. Je l'ai interviewé plusieurs fois, filmé et écrit, parce que avant d'être réalisateur, j'étais journaliste et je l'avais interviewé pour mon premier documentaire, Ça tourne à Alger, quand on avait fait une partie du documentaire sur le tournage du film Automne-Octobre à Alger. On parlait des films qui étaient tournés pendant la décennie noire, et Mohamed Lakhdar Hamina a défendu son fils. Vous savez que lui, c'est un père qui est toujours aux côtés de ses enfants. Il a toujours essayé de donner le maximum d'informations et d'enseignements pour que ses enfants soient au même niveau que lui. D'ailleurs, 2 de ses fils sont réalisateurs, Marwan et Malik, et Taraq, le 3e, est actuellement producteur de ces films. Il faut préciser aussi que Mohamed Lakhdar Hamina aurait pu avoir une carrière internationale et qu'il a refusé. Il a préféré rester en Algérie. Une fois, j'ai eu une rencontre entre lui, Ahmed Rachdi et Oliver Stone. Et Mohamed Lakhdar Hamina, toujours joyeux et cultivé, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup de films. Lui a dit, oui, on m'a demandé de partir travailler à Hollywood, j'ai refusé parce que je veux travailler dans mon pays. Vous savez qu'il a fait l'école de cinéma de Prague, et il était l'ami intime de Milos Forman. Milos Forman est connu, d'ailleurs ils ont le même âge, il est né en 1932. Milos Forman a fait Amadeus, le biopic sur Mozart. Et Milos a toujours demandé à Mohamed, surtout quand il a eu la Palme d'Or, parce qu'il faut préciser, on oublie souvent qu'il a obtenu le prix de la première œuvre, ce qu'on appelle aujourd'hui la Caméra d'Or, en 1966 pour Vent des Aurès. C'était la première fois qu'un film algérien débarque en France, et à l'époque, Mohamed Lakhdar Hamina avait piqué une colère contre les organisateurs du Festival de Cannes. Il leur a demandé de mettre le drapeau algérien, d'ailleurs on voit les images, de mettre le drapeau algérien sur la croisette, parce qu'il y avait chaque pays qui participe à la sélection officielle avait son drapeau, sauf l'Algérie. Il leur a dit, je ne monte pas les marches s'il n'y a pas le drapeau algérien. C'était le premier coup de gueule de Mohamed Lakhdar Hamina, qui était un caractériel. Un symbole de résistance aussi. Très, très engagé, très sûr de lui-même. C'est quelqu'un qui avait
qui avait ses coups de gueule, mais qui avait son caractère et sa façon de voir les choses. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas accepté au Festival de Cannes. Il y avait une association de soutien à Mohamed Lakhdar Hamina en 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, de mettre Mohamed Lakhdar Hamina, à l'occasion de cette date importante entre les deux rives, de mettre Mohamed Lakhdar Hamina président du jury. Le Festival de Cannes, on refusait à l'époque parce qu'il y avait une tendance trop d'extrême droite dans le festival, et elle est toujours, mais il y a des moments où ils font marche arrière. Et à l'époque, on lui a dit non, on ne peut pas le mettre, on lui donne membre du jury. Il a refusé. Il leur a dit, moi je suis un palmé, j'ai une palme d'or, je ne veux pas être membre du jury. Parce qu'il y a une règle au Festival de Cannes, celui qui décroche la palme d'or est un jour ou l'autre, automatiquement président du jury. Et c'est comme ça que Mohamed Lakhdar Hamina, qui est citoyen de Cannes, parce qu'il a vécu une partie de sa vie avec sa femme et ses enfants à Cannes, et une association cannoise s'est engagée à militer pour que Mohamed Lakhdar Hamina soit président de jury en 2012. Et ils ont refusé aussi de sélectionner son film Crépuscule des Ombres en 2014. Il faut préciser que Mohamed Lakhdar Hamina, ces 4 films ont été en compétition officielle. Aujourd'hui, aucun film algérien ne peut accéder à la compétition officielle s'il n'a pas un coproducteur français. Et la majorité de ces films sont produits par l'Algérie, sauf le Dernière Image, qui est coproduit avec la Gaumont et TF1. Donc, automatiquement, il avait une part de coproduction française dans le film. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi bien des films et tous des films engagés contre le colonialisme. Vent des Aurès, Chronique des années de Brest et surtout Décembre, un film aussi puissant qui dénonce la torture et la violence coloniale qui n'est jamais diffusée à sa juste valeur. Je me souviens une fois, Canal+ l'avait diffusé à 3h du matin. Je me posais la question, j'avais vu la programmation, je l'ai vu, ils ont mis interdit au moins de 16 ans. Comme si c'est un film de guerre. Si vous avez vu le film, c'est un film qui parle d'un face-à-face entre un moudjahid qui est interprété par Sidi Ali Kouiret et le chef des parachutistes qui parle justement de déontologie, de civilisation et qui découvre à la fin que toute la population, toute sa famille a été torturée et massacrée. Voilà. Et Mohamed Lakhdar Hamina souffre depuis son enfance d'avoir perdu son père qui a été tué et torturé et tué et emmuré. Oui. Ils l'ont emmuré dans une prison, ce qui est immonde pour un pays dit civilisé à l'époque. Voilà, donc un véritable artiste engagé. D'ailleurs, le président Abdelmajid Tebboune a également tenu à rendre hommage à ce monument du 7e art en adressant un message de condoléances. Il décrira le défunt comme, je cite, « un cinéaste créatif de renommée internationale ayant marqué l'histoire du 7e art de son empreinte indélébile et un moudjahid fier et engagé ayant contribué à la libération de sa patrie à travers des images et des scènes qui ont transmis à l'humanité les épopées de la révolution algérienne ». Il faut noter que voilà, Mohamed Lakhdar Hamina est une icône dans le monde du cinéma engagé, comme je disais tout à l'heure. On peut le dire, il a inspiré des cinéastes à travers le monde, en particulier lorsqu'il s'agit de Cause Juste. Bien sûr, parce que Lakhdar Hamina était aussi parmi ceux qui étaient dans le maquis. Il était parmi ceux qui étaient les premiers donc, à faire il est monté en 58. En 58, il était avec Pierre Clément, avec Jamal Chanderli, avec René Vautier, Ahmed Rachdi aussi était avec eux. Avec lui, donc c'est des gens, c'est pour ça que le président Tebboune rend hommage au moudjahid Mohamed Lakhdar Hamina, ce qui est vrai, parce que le cinéma algérien, vous savez, il a contribué à la lutte de libération nationale. Et ce qui est intéressant, Salim, c'est que Mohamed Lakhdar Hamina est mort, Allah yarhamou, une heure et demie après la projection à Cannes, l'hommage qu'il a été rendu à Cannes avec la version restaurée du film Chronique des années de Brest. Voilà, un hommage qui a été rendu hier, où il y a eu une projection de la version 4K de Chronique des années de Brest dans le cadre du programme Cannes Classique. L'un de ses fils, d'ailleurs, le réalisateur Malik Lakhdar Hamina, y était. Il nous en a parlé cet après-midi, vous l'avez rencontré au cimetière. Au cimetière, on l'écoute.
Et puis j'ai rendu cet hommage, enfin Cannes a rendu cet hommage, et on m'a permis de lire un texte que j'ai lu au nom de mon père. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu de différentes nationalités, des Japonais, des Indiens, enfin un peu partout, et le film a été apprécié, la salle était pleine. Et on fait une sortie simultanée en Algérie au mois de septembre et en France. En France, tout est prêt. Maintenant, c'est à nous de nous préparer ici. Voilà, donc Faisal, bientôt une projection de la version restaurée à Alger. Oui, la version sera projetée le jeudi 29 mai 2025 à partir de 18h à l'Opéra d'Alger, Boualem de Sayah. Le public est invité, bien sûr, à assister à cette projection en attendant qu'elle soit dans les salles. Parce que ceux qui l'ont vu à Cannes ont dit que c'est une très très bonne restauration de la copie originale. Parce que même Khadr Hamina a contribué en donnant aussi quelques éléments du tournage pour que cette copie soit excellente. On a vu tout à l'heure l'affiche. C'est un film qui est sorti il y a 50 ans. Donc c'est le meilleur hommage qu'on peut lui rendre à Mohamed Khadr Hamina aujourd'hui, après sa mort, en attendant qu'un hommage national avec la projection aussi de ces films, parce que Hamina finalement n'a pas produit beaucoup de films, n'a pas réalisé beaucoup de films, à peine 8 films durant sa carrière. Oui, mais ce qui est important, c'est la renaissance du film Chronique des années de Braise. Vous savez qu'il a été restauré par l'une des prestigieuses cinémathèques du monde, la Cinémathèque de Bologne, en Italie, qui a numérisé également le film La bataille d'Alger de Pontecorvo. Le film est en 4K, malheureusement, on ne le verra pas en 4K parce que nos DCP sont 2K. On n'a pas encore donc, de 4K. Oui, on n'a pas encore cette technologie, mais ça va venir. Mais ce qui est sûr, c'est que le film est déjà diffusé sur une chaîne française en qualité supérieure, bien sûr, en Full HD et en 4K. Et j'ai vu justement quand l'annonce a été faite du décès de Mohamed Khadr Hamina, la diffusion sur les chaînes publiques, on avait diffusé la version, pas numérisée, mais la version, la nouvelle copie, parce qu'il y avait plusieurs copies qui ont été diffusées. Aujourd'hui, ce film qui n'en a pas eu sa part de diffusion et de distribution, vous savez que quand le film est sorti et l'ONC qui avait un petit peu cassé sa machine de distribution et il était un peu déçu par cela, et en France il n'a pas été trop vu. La même chose sur les télévisions. C'est un film que le peuple ou les Algériens ne connaissent pas comme La bataille d'Alger. Aujourd'hui, avec sa sortie nationale et internationale, on verra cette fresque. Aujourd'hui, je peux vous dire, je peux témoigner en tant que spécialiste et critique de cinéma, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce genre de cinéma avec un petit peu les moyens d'aujourd'hui. Khadr Hamina aimait filmer les espaces, aimait filmer les foules. Il avait plus de 1000 figurants à rassembler et diriger. C'était un monstre sacré du cinéma qu'on a perdu malheureusement. Un grand et c'était à la fois le cadreur, le comédien et le réalisateur et aussi le scénariste. Parfois. Oui, l'acteur, parce que vous savez que pour l'anecdote, Chronique des années de Brest, il n'était pas prévu qu'il joue le rôle principal, le rôle de Miloud. C'était Rouiched qui devait jouer, et Rouiched s'est retiré à la dernière minute parce qu'il avait peur, c'est un comique, il avait peur de jouer un rôle dramatique qui sortirait de son cadre et de son genre. Qui était l'acteur principal dans Hassan il a tourné juste une scène, je ne sais pas, quand vous verrez le film, vous allez peut-être l'apercevoir. Il a joué la scène finale quand Miloud monte la montagne enneigée avec le petit Malik. À l'époque, il avait 13 ans. Et c'est la seule séquence que Rouiched a jouée. Il faut dire qu'entre Rouiched et Khadr Hamina, c'est une grande histoire d'amitié, puisqu'il a joué le film. À l'époque, il a tourné le film Hassan Taïro, et bien sûr, Rouiched était le héros principal. Une comédie qui parle de révolution. C'était à l'époque très osé, mais qui avait remporté son succès. C'était la seule comédie sur la guerre de libération. Non, il y en avait deux, il y en avait une autre. Mais c'est celle qui a le plus marqué. Mais je voulais vous poser, celle qui a marqué. Mahmoud Zemmouri, je voulais vous poser une question, Salim. Quel était le rêve de Mohamed Khadr Hamina? Je me permettrai de répondre à votre place. C'était de réaliser un film sur l'émir Abdelkader. Oui, alors je peux en témoigner parce que
J'ai fait une interview avec lui. À l'époque, il n'était pas content de la mise en scène de Bouamama. Il m'a dit, voilà, moi j'aurais aimé le faire comme ça, j'aurais aimé le faire comme ça. Il a même parlé de Omar Mokhtar et de film Risala. Et je lui dis, et l'émir Abdelkader? Il m'a dit, oui, j'aurais aimé le faire. Et il avait comme tête d'affiche pour le film, il avait pensé à Marlon Brando pour le rôle justement de l'émir et Paul Newman pour le rôle de Bugeaud. Donc c'est pour vous dire la grandeur, un petit peu l'ambition de Mohamed El Khdar Hamina, qui ne fait pas les choses à moitié. Hein, il fait les choses en grand et il est réputé pour ça. D'ailleurs, on lui a voulu d'avoir amené un acteur grec pour jouer le rôle principal d'Ahmed dans Chronique des années de Braise, alors que le rôle a été réussi et le film a remporté la Palme d'Or. Aujourd'hui, je dis souvent à ceux qui critiquent un petit peu la façon de faire, la façon un petit peu chevaleresque. Hein. C'est ce qu'on appelle le cinéma monumental. Oui, voilà, exactement. Hein. Donc, je leur dis, écoutez, décrochez une Palme d'Or, après vous pouvez parler. Une question, moi. Vous avez parlé de ce qu'il a dit des films d'autres auteurs. Les films de Mustapha Akkad, donc Risala et puis le du désert. Il les a pas aimés? Si, il les a aimés, mais il a sa façon de faire. Par exemple... il aurait fait différemment. Oui, oui. Lui, il adore le cinéma, disons, fresque. Épique. Son style, il me l'a dit, son style, c'est un petit peu les 10 commandements, beaucoup d'acteurs, les images colorées. Il ne faut pas oublier que c'est un directeur photo. Il a étudié à Prague, dans la célèbre école de cinéma Féru, et leur force, c'est l'image, et l'image avec une dominante rouge. Vous savez, Milos Forman, dans le film Amadeus, la dominante est très rouge. Et vous regardez, quand vous allez voir la projection du film Chronique en 2K, vous verrez la dominante rouge dans le film qui est très forte, et c'est pour ça que l'affiche, elle a été remasterisée, comme on dit, ou relookée, et qui donne cette dominante rouge actuellement. Donc c'est vraiment le monument, le père spirituel, le doyen du cinéma algérien. Il faut, pardon, m'a dit, Mohamed El Khdar Hamina était jusqu'à hier le doyen des détenteurs de Palme d'Or. De la Palme d'Or, encore en vie. Encore en vie. Voilà. Donc il a ouvert le succès, c'est le précurseur en fait du cinéma algérien pour le cinéma algérien à l'international. Algérien, africain, arabe. Il faut préciser qu'à ce jour, aucun pays arabe ni africain n'a décroché une Palme d'Or. C'est à son honneur. D'ailleurs, il nous a quittés comme un cinéaste parce qu'il est mort tout de suite après la projection de son film, 50 ans après, à Cannes. Vous voyez, donc quelqu'un qui choisit même sa mort. Moi, je voulais citer une phrase de son fils, Malik Hamina, parce qu'il a tenu il a envoyé un communiqué. Un discours très, très, très émouvant à Cannes, donc le vendredi 23 mai. Nous rendrons hommage à une mémoire, à une conscience, à une œuvre qui, à travers l'art, a su porter la voix d'un peuple, l'histoire d'une lutte et l'âme d'un continent. Donc c'est un grand document, comme disait Mati, c'est quelqu'un qui représente aussi le continent africain et célébré un peu partout en Afrique. Et c'est important de le rappeler quand même, c'est pas rien, parce que ce film, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de voir tout hier, parce que mon père m'a emmené au cinéma, c'est quand même 13 ans après la guerre d'Algérie. Sortir un film 13 ans après la guerre d'Algérie en France et être reconnu, c'est un exploit. Et il ne faut pas oublier, à l'époque, il avait pratiquement beaucoup d'ennemis pour ce film. D'abord en Algérie, avec un article pamphlet sur Al-Moudjahid, où on l'a vraiment descendu en flammes. Et l'article a été, malheureusement pour Mohamed El Khdar Hamina, repris dans Le Monde par Paul Balta, qui était le spécialiste de l'Algérie à l'époque. Et il avait, Mohamed El Khdar Hamina avait essayé d'acheter tous les journaux qui parlaient de son film à Cannes pour éviter que les membres du jury découvrent son histoire ou ses critiques sur le film, parce que les jurys, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils n'étaient pas ouverts un petit peu aux articles. Il faut préciser qu'il avait beaucoup de concurrence. Il y avait Antonioni, Costa Gavras, Werner Herzog qui était en compétition avec lui, et il a été salué pour vraiment la production immense, hein, parce que c'est une fresque. Vous voyez cette scène quand il marche sur la terre avec la sécheresse, il faut faire ce plan, il faut le trouver.
Sa force, c'est vraiment filmer les hautes plaines. Et il faut noter que Mohamed Lakhdar Hamina est l'un des plus grands ambassadeurs du soft power algérien. Tout à fait. Et juste pour revenir à l'extrême droite, à l'époque, il a été menacé par l'extrême droite et par notamment, il y avait un maire de Cannes, Christian Gentil, si je ne me trompe pas, qui avait demandé à ce qu'on retire le film de la sélection officielle, parce que la sélection officielle, elle concourt pour la Palme d'Or. Et il avait peur qu'il décroche la Palme d'Or. Donc il y a eu même à l'époque le ministre de l'Intérieur français qui était... À l'époque, il était un peu gentil avec les Algériens, donc il avait offert une protection pour la famille de Lakhdar Hamina. Ça a changé depuis. Donc il avait offert une protection pour lui et ses enfants. Quand vous regardez les images, dans les images de la Palme d'Or, vous verrez les flics en képi qui étaient avec la famille Hamina parce qu'ils avaient, vous voyez, donc ils avaient une protection et ils avaient peur qu'on porte atteinte à leur vie. La classe qu'il avait, cet homme, c'est exceptionnel, c'est la classe à l'algérienne. Donc bravo à ce qu'il a fait, bravo à tout le travail exceptionnel, bravo Et à l'époque, c'était une production 100% algérienne. Il n'y avait pas de coproducteur qui influence sur le jury ou qui influence à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une palme d'or d'un cinéaste iranien, mais ça reste une coproduction avec la France. Donc, mais Jafar Barnahi qui a eu la palme d'or aujourd'hui, c'est plus sur une palme d'or politique. Politique, voilà. Quelqu'un présenté comme persécuté par l'opposant iranien opposant. Et le film, coproduit entre la France et le Luxembourg. Donc l'Iran, c'est juste... Absolument, c'est l'Iran, c'est pour agacer le gouvernement iranien. On sait que le Festival de Cannes a une ligne éditoriale anti-iranienne, anti-russe, anti-arabe, tout ce qu'on veut. C'est vrai, c'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que la prouesse de Mohamed Lakhdar Hamina en 1975, avec la montée de l'extrême droite, est une grande prouesse, comme ce fut le cas aussi pour Kossa Gabras, qui a donné le premier Oscar à l'Algérie, le seul pour le cinéma africain et arabe. Et aussi, vous vous rappelez, Salim, que Rachid Boucharab, en 2010, a aussi la même chose. Avec le film Hors la loi, où il parlait des massacres du 8 mai 45. Il ne faut pas oublier que Cannes, c'est le fief de l'OAS, des rapatriés, les pieds noirs, l'OAS et surtout des harkis. Le maire actuel, David Linard, n'est pas le meilleur ami des Algériens. C'est une certitude. En tout cas, mesdames et messieurs, pour clore donc cette discussion et cet hommage qu'on rend ce soir au défunt Mohamed Lakhdar Hamina, Allah yarhamou, l'équipe d'Hebdo Show Algérie présente ses sincères condoléances à la famille du défunt Moudjahed, réalisateur et grand cinéaste algérien Mohamed Lakhdar Hamina, Rabbi yarhamou. Inch'Allah. Salim Agar, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. Réciproque. J'espère que vous reviendrez. Surtout quand tu me mets devant ma vie. J'espère que vous reviendrez une autre fois, une prochaine fois. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Rendez-vous samedi prochain, 21h. À très bientôt. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.